Bonjour à tous. Ce matin, dans l'actualité, de nouvelles donnes politiques au premier plan. Le PRD, ses dernières activités, le Parti du Renouveau démocratique, pour préciser, à la suite de la déclaration de leur historique et éternel leader, qui a fait des vagues la semaine écoulée, les militants ont mis une nouvelle couche en engageant des activités au nom du seul et unique PRD qu'on avait cru fondu dans l'Union progressiste Le Renouveau. Les quotidiens reviennent largement là-dessus ce matin. Nous allons vous en parler en deux temps, tout de suite et sommairement, au début donc de cette émission et à la fin avec la revue de presse qui viendra avec beaucoup d'autres détails. Ce sera aussi notre deuxième sujet débat dans une heure de temps environ. Nous allons nous demander là où les Tchoko veulent en venir et s'il faut vraiment se surprendre à s'inquiéter pour l'avenir de la réforme du système partisan. On fera donc les débats à ce propos. Mais avant, on dira deux mots et un sujet 1 notamment. On dira donc deux mots sur cette promesse et cette information liée justement à la désignation du candidat de la mouvance présidentielle, qui est-ce qui aura la chance de décrocher la confiance à la fois du chef et des autres connexions majeures au sein de la mouvance. On se posera cette question. On s'intéressera aussi, les quotidiens l'ont annoncé, à ce candidat-là au niveau donc de la mouvance, de l'opposition, notamment du parti Les Démocrates. Les journaux annoncent que les petits plats sont en train d'être mis dans les grains pour justement arriver à ce niveau-là. Deux invités sont prévus ce matin pour ce numéro de votre matinale. Le premier sera au téléphone. Sylvain Botton a mené une enquête sur l'état des lieux des droits des enfants en Afrique sous les tropiques. Avec lui, nous allons faire donc ce focus sur l'état de santé de l'enfant béninois. Le second qui sera en plateau avec nous, sinon la seconde est une femme, avec Mia Oguma, jeune leader. Nous allons voir pourquoi les jeunes s'intéressent de moins en moins à l'engagement public. Bienvenue à tous. C'est donc le moment de faire le tour d'horizon rapide des informations à la une ce matin. Et on a déjà fraternité pour commencer. Présidentielle de 2026, les démocrates à la recherche du bon duo, les implications d'une décision inédite. Vous avez gestion de l'hygiène menstruelle au CG Baniko Haram. Les pères éducateurs bousculent les habitudes. Et puis, on va zoomer pour essayer de mieux voir. 36 paramédicaux spécialisés diplômés à l'IFSIO. Un engagement renforcé de la France et de la Belgique pour des soins de qualité au Bénin. Entretien avec Madame Hermione Mylène Adjovi. Prolongement de la date limite des demandes d'admission au programme canadien médiateur arbitre certifié. Constellation. L'édito signé A.D.C. Carlos Oke, l'équation Ngbeji. Nous passons à Libération, passeport béninois, premier dans l'UEMOA et numéro 2 dans la CEDEAO, les fruits des réformes de Patrice Talon. Voici matin libre pour continuer, et toujours cette actualité politique, animation de la vie politique. Au parti LD, ça rime avec interdiction. Et puis affaire Bokor Omeki, un pouvoir en crise selon le père Aguenouno. Bénin intelligent, police républicaine, Brice Alawanou fixe le cap. Et puis Dynamisme Info, désignation en mai du duo candidat de la mouvance. L'opposition sait déjà ce qui urge pour l'alternance en 2026. Le matinal, fidélité à la mouvance présidentielle, le PRD n'est plus franc. Voici comment le parti a joué avec ses partenaires de Kéréko à Talon. Et puis la tribune de la capitale passe à son charge à la police républicaine. Brice Koualawanou prend le commandement. 3 ministres lancent le Hadj 2025. Là, nous sommes avec le quotidien Diakpata et puis présidentiel de 2026. Le parti Les Démocrates en marche pour la désignation de son candidat. Le potentiel conseil économique et social, CES, plus de rétribution pour les anciens conseillers, l'argent public sécurisé. Et puis les 4 vérités, Gaïa, l'ambassadeur Gildas Agokan au peuple nigérien. Nous demandons pardon parce que nous sommes des frères, a dit donc l'ambassadeur de Cotonou à Niamey.
Le journal Le Télégramme pour la présidentielle de 2026, le processus de désignation du candidat du Parti Les Démocrates enclenché. Et puis le confrère de la matinée, importante rencontre d'un urologue francophone subsaharien à Yaoundé. La dysfonction érectile, souvent qualifiée de faiblesse sexuelle, au cœur des débats. L'autre vision, Cour constitutionnelle, 23 recours examinés le 13 février prochain. Le Soleil Bénin Info, bagarre entre partenaires politiques du bloc progressiste. À quelle sauce le PR va-t-il manger? Maître Djogbenou, Assemblée consulaire mandature 2025-2030 de la CCI Bénin. L'événement précis titre que Arnold Akakpo a été réélu avec brio. Crise Bénin-Niger, nous sommes avec l'indépendant. L'ambassadeur à Goncan invite le peuple nigérien à tourner la page Nord-Sud quotidien présidentiel de 2026. Yahi lance la désignation de son candidat. Voici l'informateur politique national, fusion entre les partis. Ça se complique entre le PRD et l'UPR. Le quotidien L'Économiste, installation des élus consulaires de la mandature 2025-2026. La liste Arnold Akakpo plébiscitée par le secteur privé. Nous passons maintenant à Fraternité pour la deuxième lecture présidentielle de 2026. Les démocrates à la recherche du bon duo, les implications d'une décision inédite. Gestion de l'hygiène menstruelle au CEG Bani Kohara. Les pères éducateurs bousculent les habitudes. On va zoomer pour vous permettre de voir à la maison. 36 paramédicaux spécialisés diplômés à l'IFSIO. Un engagement renforcé de la France et de la Belgique pour des soins de qualité au Bénin. Et puis, entretien avec Mme Emione Adjovi, prolongement de la date limite des demandes d'admission au programme canadien médiateur et arbitre certifié Constellation. L'édito ce matin, signé Anissé Carlos Oké. Le titre c'est l'équation Ngbeji. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une quotidienne à leur production de ce lundi 10 février 2025. On vous reviendra avec d'autres détails, notamment dans la revue de presse, pour vous permettre de vous faire une idée plus précise des informations, les plus essentielles en tout cas, relayées par les quotidiens ce matin. On va passer maintenant au bulletin de l'information avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour à tous. Il y a eu Assemblée générale du bureau de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Les assises ont non seulement permis de présenter le rapport de la gestion au titre de l'année 2024, mais aussi de définir de nouvelles résolutions pour des perspectives radieuses. On vous fera le point. On vous dira aussi deux mots au sujet des réactions à la récente sortie médiatique de Maître Ngbeji. C'est toujours dans l'actualité. Au détour d'une cérémonie d'échange de vœux de Nouvel An, l'ex-président de l'Assemblée nationale demande au chef de l'État une décrispation de la situation politique au Bénin. Des propos qui ont suscité des réactions dont vous aurez quelques-unes dans ce petit journal. Voici le bulletin. Les week-ends des 1er 2 février 2025, Florence, lors d'une cérémonie de vœux de Nouvel An avec les figures de ce qu'on pouvait appeler l'ancien PRD, Parti du Renouveau démocratique, eh bien, Adrien Ngbeji, on se rappelle, a exprimé sa conviction sur la nécessité de rétablir l'unité nationale au Bénin. Il a insisté, Tanguy, sur la libération des prisonniers dits politiques et le retour des exilés. Ces propos ont suscité plusieurs réactions. Je vous propose de suivre à présent cet élément dont nous avons recueilli l'avis de quelques-uns. Ma conviction forte, c'est que les prisonniers politiques, il faut les sortir. Ma conviction forte, c'est ceux qui sont en exil, qu'il faut qu'ils reviennent. Ces propos de Maître Adrien Ngbeji sont extraits de son discours à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An de ses anciens compagnons du Parti du Renouveau démocratique le dimanche 2 février 2025. Je veux dire par là que c'est la méthode de gouvernement que vous employez qui entraîne la forme d'opposition que vous avez. Je voudrais dire que ce que nous voyons là, il faut être franc, honnête. C'est la conséquence de l'exclusion.
Une opinion surprenante et inespérée qui a suscité de vives réactions, notamment au sein de sa formation politique, l'Union progressiste Le Renouveau. Pour rappel, le PRD a fusionné avec l'UP en 2022 pour donner naissance à l'UP Le Renouveau, aujourd'hui plus grand parti politique de la mouvance présidentielle, puis de l'échiquier politique national. En réponse aux déclarations de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Christian Parfait Aouyo, porte-parole de l'UP Le Renouveau, a relevé que les propos ont été tenus hors de toute instance du parti. Le président du parti lui a déjà fait part de la surprise, de l'étonnement, voire de l'incompréhension des militants du parti. L'Union progressiste Le Renouveau considère que la réforme du système partisan dont elle est le produit demande beaucoup de sacrifices. La sortie médiatique de Maître Adrien Humbedji a également fait réagir le parti de l'opposition, les démocrates. Basile Arossi, vice-président du parti, lors de sa visite du vendredi 7 février 2025 à Adrien Humbedji, a soutenu cette déclaration. Il a réaffirmé que d'autres figures de l'opposition telles que les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi, ainsi que professeur Théodore Olo, partagent également cette analyse de la situation politique du Bénin. Selon le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, il est urgent de desserrer et décrypter la situation actuelle du pays. Nous allons continuer à réclamer. Le président Talon finira par écouter. Pour la République, il n'y a pas de mouvance ni d'opposition, a-t-il souligné. Dans le camp au pouvoir, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité de Patrice Talon, membre du bureau exécutif du Bloc républicain, s'invite lui aussi dans le débat. Pour Rachid Igbadamassi, Maître Adrien Humbedji serait un éternel opportuniste. Dieu pardonne Maître Adrien Humbedji, car en réalité, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il dit. Vous savez, je le comprends. Il est victime peut-être de son âge très avancé, mais moi je connais des gens en Europe, aux États-Unis, qui sont plus âgés, mais qui raisonnent bien. Vous savez, Maître Adrien Humbedji, que je respecte beaucoup, est un dangereux opportuniste, affabulateur, manipulateur, qui n'a jamais été sincère dans sa vie, ni dans sa vie privée, ni dans sa vie publique et politique. Il n'a pas d'amis. Il n'a que des intérêts. Devant des intérêts personnels, il est prêt à sacrifier le peuple. Il a été toujours comme ça. Wilfried Léandre Humbedji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, dans son traditionnel point de presse après le Conseil des ministres du mercredi 5 février 2025, rappelle que la réforme du système partisan était une nécessité souhaitée par Maître Adrien Humbedji lui-même. Il a déjà dit de bien meilleures choses que ça. C'est lui qui, parmi les tout premiers, au sein de la classe politique béninoise, avait fait le diagnostic et osé publiquement affirmer la nécessité de faire des réformes d'envergure, notamment au plan de la vie partisane, donc la réforme du système partisan dans notre pays. C'est encore lui qui avait fait le constat de ce que le Bénin que le président Patrice Talon a hérité était un Bénin, pour reprendre à peu près ses mots, fragmenté, descendu de son piédestal, pour lequel il fallait un État fort afin d'engager les réformes et les actions nécessaires à sa réhabilitation. C'est lui, par ailleurs, qui avait indiqué déjà que la situation dans laquelle se trouvait ce Bénin-là nécessitait des réformes audacieuses, des réformes qu'il fallait avoir le courage d'homme d'État d'engager afin donc de le redresser. Après, il est vrai que, comme l'enseignerait La Rochefoucauld, même les changements les plus souhaités ont leur mélancolie. Mais ça n'est pas parce que seraient apparues des mélancolies sur le chemin que les réformes auraient perdu de leur substance. Que réserve Maître Adrien Humbedji dans les jours à venir sur la scène politique? La question taraude les esprits. C'est ça notre rêve.
Le bureau de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin a tenu vendredi dernier son assemblée plénière ordinaire. La rencontre a permis de présenter le rapport de la gestion au titre de l'année 2024. Il en ressort que la majorité des activités prévues ont été exécutées. Cependant, pour 2025, des défis restent à relever. Ils en sont conscients et espèrent le soutien habituel du gouvernement pour l'atteinte des objectifs. Teddy Goudalo. C'est une obligation statutaire qui mobilise dans cette salle les membres de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Il s'agit pour ces membres du bureau de l'Ansalbe de présenter le rapport de la gestion de l'année 2024 aux académiciens. 2024 a été une année où, avec le financement que nous accorde l'État, nous avons fait quand même pas mal de choses. Nos différentes structures, au point des activités des structures, ont fonctionné de façon régulière. Les organes statutaires ont pu tenir leurs réunions, participer à des événements extérieurs au niveau d'autres académies, en dehors du Bénin, participer à des réunions à l'extérieur, etc. Les autres structures actives de l'Académie, c'est-à-dire le collège et les commissions, ont programmé des activités qui ont été inscrites dans le plan d'action annuel et ces activités ont été menées. Au vu du rapport de travail annuel présenté, la qualité des résultats issus des recherches menées saute à l'œil. Le document prévoit en retour des résolutions pour mieux permettre aux décideurs de se référer à la science pour coordonner à bien les actions de développement. Par exemple, le programme FLOR, où on est en train de rééditer entièrement les documents scientifiques sur les regroupements, sur les associations, etc., de la végétation au Bénin. Si vous prenez rien que cet aspect FLOR, et vous comparez avec ce qui est de l'autre côté, par exemple, dans éthique, où on a parlé d'associer médecine moderne, dite moderne, et médecine traditionnelle. La liaison est rapide. Si nous n'avons pas une bonne connaissance de notre flore, comment nous pouvons l'utiliser en phytothérapie? Donc, les travaux de l'Académie sont des travaux qui répondent à des objectifs de développement. L'Académie a pour mission générale la promotion du développement humain global et durable au Bénin par les sciences, les arts et les lettres. Dans le département du Plateau, les organisations membres du partenariat local pour l'éducation au Bénin qui œuvrent pour l'amélioration de la qualité du système éducatif béninois étaient à Porto-Novo pour une journée dédiée à l'éducation inclusive. Dénommée donc Journée de l'éducation inclusive, ce fut un moment de renforcement des connaissances, de plaidoyer et d'engagement en faveur de la promotion de l'éducation inclusive. Reportage. À travers cette Journée de l'éducation inclusive, les organisations membres du partenariat local pour l'éducation PLE Bénin, qui œuvrent pour l'amélioration de la qualité de l'éducation, ont voulu marquer une pause pour évaluer les actions qu'elles mènent sur le terrain depuis bientôt 2 ans. La présente journée de l'éducation inclusive que nous organisons se propose de faire le point de nos réalisations et expériences sur le terrain et de définir d'autres perspectives d'action pour être plus efficace. Cette journée qui est à sa première édition, nous la voulons pérenne d'année en année pour nous auto-évaluer et nous inscrire dans une démarche perspective. Les actions mises en œuvre par le consortium PLE Bénin ont donné des résultats très satisfaisants qui augurent d'un lendemain meilleur pour le système éducatif béninois, diront les autorités politico-administratives présentes à cette journée de l'éducation inclusive. Des progrès significatifs sont accomplis dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'éducation au Bénin. Et c'est le lieu de réitérer nos mots de félicitations, d'encouragement et de reconnaissance
aux acteurs variés, dont le consortium Plé Bénin, qui attache du prix à l'instigation de profondes améliorations systémiques pour la qualité de l'éducation au Bénin. Cet engagement du Plé Bénin se traduit par bien de réalisations impactantes. À titre d'exemple, on peut rappeler la révision du manuel de formation aux pratiques éducatives et pédagogiques, la formation des enseignants sur l'éducation inclusive, de nombreuses sensibilisations, dialogues communautaires, campagnes médiatiques, plaidoyers, etc. Cette journée dédiée à l'éducation inclusive a été sanctionnée par un plaidoyer du consortium PLE Bénin pour rappeler les décideurs politiques, les partenaires au développement, les acteurs de l'éducation et de la société civile à s'engager résolument à la réalisation des actions prioritaires en faveur de l'éducation inclusive. Et pour finir cette session d'information, les festivités du 30e anniversaire de la Fédération des unions des producteurs du Bénin se poursuivent. Dans le département du Mono, les membres officiants se sont retrouvés à Komé pour célébrer les acquis des 30 années d'existence de cette organisation mise sur pied pour une meilleure santé du monde agricole au Bénin. L'événement s'est déroulé le week-end écoulé sous les yeux de plusieurs personnalités. Nassis Alosé et Florent Dou. 30 ans dans la vie d'une organisation, ça se célèbre. Et dans un élan de solidarité, les acteurs du monde agricole exerçant dans le département du Mono se sont mobilisés pour célébrer les noces de perles de la Fédération des unions de producteurs du Bénin, FUPRO Bénin. Nous avons œuvré à la structuration des filières agricoles, à la professionnalisation des producteurs et à la mise en place de mécanismes innovants pour le financement et l'accès aux services agricoles. Aujourd'hui, 30 ans après, nous pouvons être fiers du chemin parcouru. Fiers du chemin parcouru en 30 ans avec des efforts concentrés sur la promotion des initiatives porteuses de croissance et de développement. Des efforts qui, à en croire l'autorité préfectorale, mérite d'être célébré. À chaque matin, quand nous prenons notre bol de bouillie, à midi, notre plat, c'est qu'on vous célèbre. Parce que quelqu'un a dit que votre nourriture soit votre médicament. Et si nous mangeons un plat, au-delà de tout le soin qu'on prend dans la cuisine, c'est d'abord la qualité de vos productions qu'on célèbre. C'est le lieu de remercier la FIPRO et ses instances pour l'effort qu'ils ont fait en maintenant d'une part le niveau de la production et en assurant à notre peuple les moyens de subsistance. Les acquis obtenus en 30 ans sont célébrés aujourd'hui, mais les responsables actuels de FUPRO Bénin basculent déjà vers les défis qui restent à relever. Nous devons continuer à renforcer notre fédération, à innover et surtout à préparer l'avenir. La FUPRO Bénin continuera d'être un acteur clé du développement agricole en mettant au cœur de son action la solidarité, la formation et l'innovation pour répondre aux défis de demain. Créée en 1994, la FUPRO Bénin a su fédérer les producteurs autour d'une vision commune, celle de bâtir une agriculture forte, innovante et en adéquation avec les réalités locales. Et quelques jours après les manifestations organisées au plan national à Bohicon, les producteurs du Mono arborent avec fierté les couleurs de ce 30e anniversaire. Tanguy, ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci beaucoup à vous, Florence, pour la présentation donc, de cette tranche d'information sur Actu Matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bonne journée, Tanguy. Mesdames et messieurs, voici notre premier invité, il est au téléphone. Notre invité, le tout premier au téléphone, je l'annonçais, Sylvain Boton, spécialiste donc des questions liées au travail des enfants. Monsieur Boton, bonjour. Bonjour Tanguy. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler ce matin pour qu'on évoque un peu
je dois dire, la situation de l'enfant béninois en matière donc de respect de ses droits. Alors, je vais poser la question comme ça, à brûle pour point. Comment va l'enfant béninois? Merci beaucoup, Tanguy. Merci de me donner la parole. Je salue tous les téléspectateurs qui nous écoutent ce matin. Alors, comment va l'enfant béninois? Je dois dire que l'enfant béninois, comme tout enfant, les enfants en général, qui sont malheureusement confrontés aux problématiques qu'on connaît tous, c'est-à-dire l'exploitation des enfants par le travail en Afrique. Et quand vous regardez le rapport de l'Organisation internationale du travail, enfin surtout du Bureau international du travail et de l'UNICEF, sur les dernières estimations, on voit bien que les tendances ne cessent de baisser dans plusieurs zones géographiques. Mais l'exception de cette baisse se constate malheureusement en Afrique subsaharienne. Et donc, les enfants béninois sont malheureusement également confrontés donc à ces situations. Même si je dois nuancer un tout petit peu mes propos, il y a eu beaucoup d'avancées par le gouvernement, des efforts qui sont faits quand même pour éradiquer donc ce phénomène. Vous dites que dernièrement, en tout cas, les Béninois respectent de moins en moins le droit de leurs enfants. Comment l'expliquer quand on sait que le parent africain, les Béninois singulièrement, est de plus en plus instruit et que l'instruction, niveau d'instruction rime justement avec qualité de respect des droits des enfants? Oui, exactement. Le problème qu'il faut voir, l'angle qu'il faut observer dans cette situation, c'est de constater le problème de la mentalité. C'est-à-dire quoi? Vous avez certes des parents qui sont de plus en plus instruits, mais cela est lié au fait de nos habitudes, au fait de nos manières de penser, de nos manières de faire depuis des lustres. Vous savez, un enfant, pour qu'il s'affranchisse dans la société, il s'affranchit par le travail, en tout cas en Afrique. Il s'affranchit par le travail. Et donc, que vous soyez instruit ou pas, malheureusement, vous êtes entraîné donc, par cette réalité-là qui perdure. Et nous avons donc là un problème qui se pose, c'est le problème de la mentalité. Donc quand bien même on voterait des lois pour essayer d'éradiquer cela, vous avez la mentalité qui s'oppose à cela. Vous avez des coutumes et des traditions qui s'opposent à cela. Pourquoi? Parce que nos mentalités sont imprégnées de ces traditions, de ces coutumes. Et donc je dirais simplement que tout n'est pas toujours bon dans les traditions, dans les coutumes, et qu'il faut arriver donc à faire la part des choses. Donc vous avez d'une partie des Béninois qui sont très instruits, mais de l'autre partie, vous avez le problème donc de la mentalité qui s'oppose à l'éradication totale de ce phénomène. Même si je dois souligner encore une fois que des efforts sont faits et que le Bénin a de bonnes notes quand même de plus en plus à ce niveau. Mais votre enquête a révélé quand même qu'il y a un regret justement du respect, au niveau du respect des droits de ces enfants, et c'est là où je veux souligner le second paradoxe. Le Bénin a quand même renforcé, je dois dire, son contexte juridico-institutionnel pour lutter, réprimer les violations des droits des enfants. Pourquoi est-ce que le mal tend à toujours s'étendre, alors même qu'il y a quand même un environnement qu'on est en train d'installer progressivement? Vous l'aviez souligné, que l'État fait beaucoup ces dernières années pour faire respecter le droit des enfants. Oui, effectivement. Alors, je vais, pour ne pas trop épiloguer, je vais prendre un exemple simple. Vous savez, il y a un adage au Bénin qui dit lorsqu'une fille a ses premières règles, et a ses premières règles au Bénin, chez ses parents, mais la deuxième règle, elle doit l'avoir chez son mari, malheureusement. Donc, quand on prend par exemple le cas des enfants qui sont mariés de force, d'accord, on voit en fait dans certains départements, ces coutumes, ces traditions, ces mentalités fait que vous avez un taux élevé, d'accord, de ces pratiques-là, notamment des mariages forcés, dans plusieurs familles. Et donc, on l'observe dans plusieurs départements. Vous prenez le département du Borgou, de l'Atakora, du Donga, etc. Et donc, des actions sont faites par le gouvernement actuellement pour essayer un peu de minimiser, de circoncire quand même un tout petit peu le problème. Vous avez de plus en plus de villages qui comprennent, avec la conjugaison des autorités locales et des autorités religieuses, qui comprennent qu'il ne faut pas marier les enfants, d'accord,
en moins de 18 ans. Donc voilà un peu la réalité auquel on est confronté, c'est-à-dire c'est vraiment singulièrement un problème de mentalité, d'habitude, malheureusement. Justement, il y a que nos traditions propres, notamment en Afrique, ont fait de l'enfant et du travail le fondement même de la prospérité et de la survie du clan. Alors un enfant qui ne travaille pas, ou un enfant qui travaille, pardon, n'est pas tellement mal vu dans nos traditions. Il faut qu'il aille au champ, et c'est plus qu'il travaille au champ, plus qu'il a de la valeur, notamment au plan social, vis-à-vis, je dois dire, de ses pères, vis-à-vis de ses parents et vis-à-vis aussi des autres enfants. Alors, quand dans ces circonstances, on vient dire qu'on le fait travailler et que c'est contre ses droits, est-ce qu'on n'est pas en train de transposer maladroitement peut-être même une réalité européenne dans un contexte africain qui a quand même ses réalités à elle? Oui, bien vu, c'est vrai. Il y a une forme de transposition, mais il faut remarquer une chose, c'est-à-dire qu'on ne peut qu'apprécier ce qui est bon chez l'autre. Et donc moi, ma démarche est celle-là, c'est-à-dire que oui, on peut essayer de transposer, d'accord, dans nos réalités, de l'adapter à nos réalités. Mais c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que nous avons un problème lié au non-respect de la règle de la loi. Malheureusement, nous sommes têtus par notre habitude. Et donc, il faut beaucoup faire de sensibilisation, beaucoup attirer l'opinion des gens, amener de plus en plus les enfants à l'école, parce qu'il faut qu'on forme une autre génération. Il faut qu'on forme d'autres générations qui vont venir avec une autre mentalité. Celle de comprendre que, c'est vrai, l'enfant s'affranchit par le travail, mais il est important pour l'enfant quand même un tout petit peu de s'instruire, au minima, quand même, d'apprendre à lire et à écrire, à compter, etc. Donc, vous voyez, en fait, quelqu'un qui apprend à lire, à compter, d'accord, avec une autre mentalité qui se conjugue au fait d'améliorer les choses, dans le sens de ne plus voir des enfants travailler dans les circonstances les plus difficiles. Vous allez voir qu'au fil des années, dans les jours à venir, dans les années à venir, nous allons former une autre génération qui ne va plus perdurer malheureusement donc ces mauvaises habitudes. Alors, je vais faire une comparaison, hein, vous me donnerez votre opinion de technicien. Entre l'enfant, c'est pas moi, 5, 8, 9 ans, que l'on habitue justement au maniement des outils aratoires pour avoir la plus grande dextérité possible quand il deviendra adulte, pour être le plus grand cultivateur par exemple du village. Et entre cet enfant et l'autre qu'on a envoyé à 3-4 ans à l'école déjà, à qui on fait des contraintes d'exercice, de prononciation, de lecture, etc., à qui on apprend déjà des techniques pour être un grand monsieur demain à porter des cravates, quelque part, est-ce que les deux tableaux ne se ressemblent pas? On prépare quand même l'enfant à devenir autonome demain. Oui, je suis d'accord. Et donc, je souligne également dans mon ouvrage que autrefois nos aïeux réussissaient bien cela. Cela se passait assez bien à la base. Lorsque vous voyez, étant donné qu'on s'affranchit, en tout cas au moins l'éducation africaine s'affranchit par le travail, vous avez en fait une certaine morale, d'accord, liée en fait à cela. C'est-à-dire, vous avez des enfants qui sont à l'âge de l'observation. Ils observent leurs parents. Il ne faut pas des tâches qui sont difficiles. Ce qui est dénoncé ici, c'est quoi? C'est d'imposer à des enfants des tâches qui sont lourdes, des tâches qui sont dangereuses et qui entravent pleinement leur évolution et leur éducation, leur épanouissement. Or, nos ancêtres, ils n'avaient pas ce problème-là. Pourquoi? Parce qu'ils respectaient le processus je dirais, le processus d'avancement de l'enfant, le processus de socialisation. De croissance de l'enfant, cela a été respecté. Et malheureusement, cela a été dévoyé après dans les années 90, où lorsqu'il y a la misère, vous savez très bien que devant la misère, la morale n'existe plus, l'éthique n'existe plus. Et malheureusement, c'est ce qu'on constate de plus en plus. Donc oui, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire si nous avons des gens qui comprennent en fait que l'enjeu, c'est de respecter quand même certaines morales, certaines éthiques. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Il faut le constater autour de nous. Les gens s'en foutent complètement de la vie d'un enfant. Ce qu'ils veulent, c'est le résultat. Lorsque vous avez une panne de moto, lorsque vous avez un problème, vous n'êtes pas gêné de voir un enfant venir vous le réparer. Votre objectif pour l'instant, c'est que le problème soit réglé. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à cela. On ne s'indigne plus par rapport à cette réalité-là.
Donc, la différence entre les deux, c'est la question de la moralité, la question de l'éthique et de comprendre qu'un enfant doit grandir et qu'il doit subir une certaine croissance. À chaque étape, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas quand même imposer à des enfants. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On le constate fort bien. Donc, voilà un peu le problème. Une curiosité, quels sont les viols les plus récurrents des droits des enfants au Bénin? Les plus récurrents? Les plus récurrents, vous avez, par exemple, au niveau du mariage forcé, et aussi le travail domestique, même si l'État a interdit tout ça, je dirais de plus en plus encadré, d'accord. Si vous prenez par exemple les départements de la Takora, vous avez, on enregistre un fort taux, d'accord, de mariage des enfants. De plus en plus d'actions sont faites aujourd'hui pour certifier des villages, afin de les exempter quand même, d'accord, de cette mauvaise pratique. Donc, le travail des enfants, notamment le travail domestique chez nous, malheureusement, un danger à la croissance de l'enfant. De plus en plus, le cas des viols sont très connus. Vous avez également des enfants qui travaillent dans les marchés. L'ONG Espoir d'Afrique, par exemple, a relevé, je dirais, 5000 peu ou prou enfants qui travaillent au marché, quand même. Donc, vous voyez, en fait, ces violations tous les jours. Et cela ne cadre pas quand même à notre objectif, malheureusement, et cela ne rentre pas correctement dans les objectifs de développement durable, d'accord, qui convoquent les États à respecter donc ces engagements. Sylvain Breton, merci. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous étiez en direct depuis la France. Vous êtes spécialiste du travail des enfants. Vous avez mené une vaste enquête sur le sujet, notamment en Afrique subsaharienne. Le visage est profondément triste avec ce détail que ces dernières années, les petites avancées notables vers la fin des années 90 et au début des années 2000, ces petites avancées ont commencé à marquer le pas. Il revient en tout cas aux États et aux organisations de la société civile de se mobiliser à nouveau pour relancer la machine qui visiblement commence à se gripper. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à Tanguy, merci beaucoup, merci à tout le monde. Bonne journée. Merci, bonne journée. Retour à Cotonou. Mesdames et messieurs, voici l'actualité des sports. Candide Roueta, bonjour. Bonjour. À la 7e journée de la phase zonale de la Ligue 3 masculine s'est déroulée ce week-end pour les équipes de la poule B. Oui, 4 matchs étaient au programme ce week-end, Tanguy, pour les 8 équipes de la poule B. Ceci à l'occasion de cette 7e journée de la phase zonale de la Ligue 3 masculine. Énergie FC s'est imposé par un score de 2-0 à l'équipe de l'AS JFA. 2-1 pour la victoire de la jeunesse sportive d'Agoni devant l'équipe de Komindo FC. L'AS Okuta et l'US Baboni se sont partagés les points au bout d'un score nul. D'un but partout, et l'AS Sota de Malanville s'est imposé par un score de 3-1 à l'équipe de Soleil FC. À l'issue de cette 7e journée dans la poule B, le classement est toujours dominé par l'équipe d'Énergie FC avec un total de 15 points au compteur, un goal différentiel de plus 6, suivi de l'équipe de l'AS Sota de Malanville avec 12 points au compteur, un goal différentiel de plus 5. L'AS JFA vient boucler le top 3 au classement avec 11 points au compteur, un goal différentiel de plus 10 points au compteur pour l'AS Okuta qui vient en 4e position, 5e place pour l'équipe de Soleil FC qui vient avec un total de 9 points après 7 différents matchs disputés. L'US Baboni est positionné 6e au classement dans cette poule avec 7 points au compteur, 7e place pour l'équipe de la jeunesse sportive d'Agoni qui compte 5 points au compteur, autant de points au compteur pour l'équipe de Komindo FC qui descend à la 7e place au classement Tanguy. Chez les dames maintenant, on en parle si vous voulez. Ouais. La phase allée du championnat national de première division a connu son épilogue, c'était ce week-end aussi. Oui, c'est bien cela Tanguy. La phase allée de la première division féminine a pris fin hier dimanche avec à la clé les différentes rencontres des 9e et 7e journées respectivement dans les poules A et B. Dans la poule A, à l'occasion de la 9e et dernière journée de la phase
aller. L'équipe de Nadia Football Club a partagé le point avec l'équipe de Espoir FC de Cotonou au bout d'un score nul, d'un but partout. Même score entre l'équipe de Cefos et l'équipe de Sam Nelly de Misrete. La seule victoire enregistrée au cours de cette 9e et dernière journée dans la poule A est la victoire de l'AS UMSA, bien entendu de Diefa, qui scoute à nouveau à la victoire après de nombreuses contre-performances. L'équipe s'est imposée par un score de 3-2 à celle de Tambou FC, Nadjara Sabah Football Academy et l'équipe du Dynamique FC d'Abomey Calavi se sont partagés les points au bout d'un score nul et vierge, un but partout entre l'équipe de Aigle Royal et celle de Ainovi FC, championne en titre du Bénin. À l'issue de cette 9e et dernière journée dans la poule A, le classement est toujours dominé par l'équipe de Nadia Football Club avec un total de 20 points au compteur. Après 9 différents matchs disputés, Sam Nelly vient en deuxième position avec 19 points au compteur, un goal différentiel de plus 7. Dynamique FC d'Abomey Calavi remonte à la 3e place avec un total de 14 points au compteur. Tambou FC est positionné 4e au classement avec 13 points au compteur, 12 points pour l'équipe de Ainovi FC qui vient en 5e position, le club champion en titre du Bénin. Sabah Football Academy est positionné 6e au classement avec 12 points au compteur, 11 points pour Espoir FC de Cotonou positionné 7e au classement, 8e place pour Cefos qui compte 9 points au compteur. L'équipe de l'AS UMSA qui reste avant-dernière au classement avec 8 points au compteur. Dernière place pour l'équipe de l'Aigle Royal qui vient justement avec 5 points au compteur après 9 différents matchs disputés. Dans la poule B, 4 rencontres étaient au programme ce week-end pour le compte de la 7e et dernière journée de la phase aller toujours de la première division féminine. 3 victoires ont été enregistrées, sont notables justement pour le compte de cette 7e journée. Léopard Omnisport et l'AS Gamian de Bembereke se sont neutralisés au bout d'un score nul et vierge, 4 buts à 1 pour la victoire de Elite AC de Parakou devant l'équipe de l'AS Lyon de Bantais, 2 buts à 0 pour la victoire de Fall Football Club de Boycon devant l'équipe de l'AS Leader de Parakou et puis 1 but à 0 pour la victoire de Vigor FC de Lokossa devant l'équipe de l'AS JF. À l'issue de cette 7e journée, le classement est toujours dominé par l'équipe de Léopard Omnisport d'Abomey avec un total de 16 points au compteur, un goal différentiel de plus 6. l'AS Gamian de Mbembereke vient en 2e position avec 13 points au compteur, un goal différentiel de plus 7. Elite AC de Parakou vient boucler le top 3 avec 11 points au compteur, autant de points au compteur pour Fall FC de Boycon qui est positionné au pied du podium, 4e place donc pour l'équipe de Boycon, 5e place pour l'équipe de l'AS Leader de Parakou qui compte 8 points au compteur, un goal différentiel de moins 4. En 6e position, l'équipe de l'AS JF avec 7 points au compteur, 6 points au compteur pour Vigor FC de Lokossa qui vient à la 7e position, et puis l'AS Lyon de Bantais qui garde la lanterne rouge au thème donc de cette phase aller dans la poule A. Tanguy, on retient qu'au thème de cette phase aller que les 2 premiers clubs justement au thème de la saison écoulée ne jouent pas forcément les premiers rôles. L'équipe de Ainovi FC Football Club justement qui a terminé équipe championne en titre du Bénin la saison écoulée est positionnée 5e au classement dans la poule A, tandis que l'équipe de Elite AC de Parakou, équipe vice-championne en titre du Bénin, est positionnée 3e dans la poule B et donc ne joue pas forcément les premiers rôles au thème donc de cette phase. Allez, restons avec les dames pour parler des éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Dans le cadre de la préparation du 2e tour préliminaire, la sélectionneur des Amazones U17, bien entendu Ida Azansou, a dévoilé il y a quelques jours une liste de joueuses présélectionnées. Il s'agit d'une liste de 26 joueuses sur laquelle on retrouve pas mal, au total 4 gardiennes de but, un total de plus de 5 joueuses qui évoluent en défense, pas mal de joueuses qui sont sélectionnées des moins de 17 ans qui vont s'affûter pour aller faire face à l'adversité de la République démocratique du Congo au mois de mars 2025 et ceci en prélude donc au 2e tour des éliminatoires du mondial U17. Le match aller est prévu se tenir le 9 mars 2025 où le Bénin sera à domicile. Reste à savoir si les Amazones recevront les Léopards dames soit à Lomé
ou à Abidjan. Et la manche retour va se jouer le 16 mars 2025 en République démocratique du Congo. Sur cette liste, justement, au poste de gardienne de but, on retrouve la joueuse de Défi FC, justement celle-là qui est nommée Mousta Rilatou, bien entendu Yessoufou. Larissa Parus Saizonou vient en deuxième position. En troisième position, la gardienne, l'ancienne gardienne de Dynamique FC d'Abon Kalavi Rukayat Tchaouna Adissa Ola Olua Martin, bien entendu de l'équipe de AOSP. Au poste justement de défenseur, on retrouve Vidin Wede Estelle Maouton, la joueuse justement de l'AS UMS Aelet, en compagnie de Amoussouga Chancel Issoufou Sikiratou, et bien entendu la joueuse de Kabongo de Parakou Titibi Oriane Yokosi, derrière de l'AS Cotonou, Wefa Armand Boko justement de Tambou FC d'Adjara Boukari. Zoué Batou vient aussi pour boucler justement la liste des défenseurs. Au milieu de terrain, on a Rikinel, Hermione Lokosu, Penzu Kemi Priska Hunko, Abdou Kaoussara Honsou, Elisabeth Do Tonsouhou Eugénie et Dangui Nazifatou. Au poste d'attaquante, on retrouve Awena Mouibat Otumare Ezoce et Sewovon, Agnès Mama Kouta, Ismat Kendo Zandi, Merveille Vie, Rosunde, Martimautin Grasse et puis Etcholabil Richnel de l'équipe de l'AS Lagade de Calavi. On va sortir de Bénin. Oui. On va aller au Congo notamment pour évoquer cette situation-là. La Fédération internationale de football et association, la FIFA, qui a suspendu justement le Congo-Brazza de toutes les compétitions internationales, et ce jusqu'à nouvel ordre. Oui, Tanguy, l'annonce a été faite jeudi par la FIFA, justement, qui exige que les signataires reconnus par la FIFA et la CAF retrouvent le contrôle total des locaux, comptes bancaires et décisions justement au sein de la FECO Foot. Il s'agit d'une suspension qui est stimulée par une ingérence gouvernementale. Il s'agit d'une suspension qui est liée à une ingérence politique. La FIFA qui justifie sa décision par l'intervention directe du ministère des Sports congolais dans la gestion de la FECO Foot en septembre 2024. Vous allez le voir sur le communiqué. Hugo Ngour Londele, ministre des Sports, a mis en place un comité ad hoc pour diriger la Fédération congolaise de football, justement une mesure jugée contraire au statut de la FIFA après donc 2 missions conjointes de la Confédération africaine de football à Brazzaville. L'instance mondiale a confirmé la suspension appliquée jusqu'à nouvel ordre. Il faut dire que cette ingérence considérée comme une violation des règles d'indépendance des fédérations nationales entraîne une mise à l'écart immédiate du Congo-Brazzaville de toutes les compétitions internationales. Ainsi, les Diables Rouges sont écartés de toute participation aux compétitions internationales, dont tout de suite les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, modifiant ainsi la configuration bien entendu du groupe F des éliminatoires africaines, alors que les Diables Rouges avaient disputé déjà 4 journées comme temps pour ces éliminatoires. Ils ne pourront donc pas aller au bout de cette phase de qualification. Le groupe initialement composé de 5 équipes est désormais réduit à 4. Le Maroc, la Tanzanie, la Zambie et puis le Niger. La FIFA a confirmé que les matchs restants du Congo sont annulés, mais que le calendrier des autres équipes reste inchangé. Le Congo, déjà dernier avec 0 points, est officiellement disqualifié de la course. Par ailleurs, le Congo, le retour du Congo-Brazzaville dans les compétitions internationales va dépendre de la mise en conformité de la FECO Foot avec les exigences de la FIFA. Ah, ces exigences de la FIFA, on se rappelle bien le Bénin qui a aussi subi quand même cette faute de la FIFA par le passé. Le Nigeria aussi qui a manqué, je crois, une CAN. Oui. Mais là, ça remonte à très bien longtemps. À très bien longtemps, oui. Dans l'histoire du football. Là, on parlait du jeu ballon au pied. Oui. Parlons maintenant d'un jeu de main, le volleyball notamment. En champ de discipline, vous avez compris, le championnat professionnel de volleyball saison 2025 a pris son envol ce week-end, Candide, pour le compte de la première journée. On a eu droit à 13 différentes rencontres. Oui, 13 différentes rencontres, dont 6 chez les dames. On commence justement par le côté féminin. Chez les dames, Étincelle s'est incliné devant l'équipe de Massorbou Sporting Club pour le compte de cette première journée, avec 0-7 gagné contre 3, 19-25, 19-25 et 17-25.
25. L'équipe de Alada Olympique s'est imposée par 3-7 à 1 à celle de Jibar Omnisport 13, justement 25-13, 18, 25, 28, 26, 25, 21. La GSPA s'est inclinée devant Dynamique VBC sur un score de 1-7 contre 3, 18, 25 et 13, 25, 25, 21, 17, 25. Sur la deuxième partie du tableau, l'équipe de Amazon s'est inclinée sur un score de 0-7 gagné contre 3 devant Queens VBC 11, 25, 6, 25 et 7, 25, 3-7 à 1 pour la victoire de Énergie VBC devant Adidja VBC 17, 25, 25, 15, 25, 10 et 25, 22, 23, 7 à 0 pour la victoire de Vessos devant l'équipe de l'AS Cotonou, toujours chez les dames 25, 16, 25, 15 et 25, 19 chez les hommes maintenant. Pour le compte des 7 différentes rencontres déroulées, la GSPA s'est inclinée devant Dynamique VBC 16, 25, 11, 25, 16, 25. Jibar Omnisport s'est incliné sur un score de 0-7 contre 3 devant l'équipe de Alada Olympique 17, 25, 24, 26 et 18. 25. L'AS Cotonou s'est aussi incliné devant l'équipe de Finance VBC 23, 25, 20, 25 et 25, 27. Étincelle VBC s'est incliné devant Marsorbou Sporting Club sur un score de 7 contre 3, 26, 28, 26, 24, 18, 25 et 12. 25. Sur la deuxième partie du tableau, Asson Union s'est incliné devant l'AS All-Star, bien entendu, 26, 28, 13, 25, 21, 25. Vessos à courbé les chines devant l'AS Police Républicaine 9, 25, 18, 25, 23, 25. Et pour finir, Énergie qui s'est imposée à Adidja VBC 26, 24, 25, 23 et 25, 18. Et donc par un score de 3, 7 à 0. Tanguy, ça sera tout pour ce matin. Ah, tiens. Merci beaucoup, Candide, pour la présentation de l'actualité sportive sur l'actu matin. C'est juste une petite fenêtre pour garder la journée, le temps de vous rejoindre à partir de 21h. Ce sera pour le grand format. Avec au menu, on aura quoi? On aura justement le point de la phase allée de la première division féminine qui a connu son épilogue ce week-end. Au-delà de ça, on recevra le président de la fédération béninoise de Maracana qui viendra nous parler justement des défis qui attendent le Maracana béninois après donc la participation de la Côte d'Ivoire, justement, où le Bénin a terminé vice-champion du monde de la discipline. Au-delà de ça, on recevra aussi l'entraîneur de Nadia Football Club qui est l'actuel leader de la poule A au classement de l'équipe de Nadia Football Club. Bien d'autres sujets seront au menu. On recevra d'un grand angle pour le compte de ce lundi 10 février l'international béninois Jodel Dossou qui était disparu des radars des différents clubs européens mais qui aujourd'hui a signé du côté de Victoria Rosport en première division luxembourgeois. Un menu assez alléchant. En prenant le rendez-vous, on en dira 2 mots certainement demain, quand on sera mardi matin. C'est ça. Et à l'étape de sport matin. Allez, bonne journée et du courage à vous. Merci et bonne journée. Mesdames et messieurs, voici maintenant ma deuxième invitée. Elle s'appelle Aimée Ogouma. Elle est jeune leader. Madame Ogouma, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. Vous êtes là pour qu'on parle un peu de leadership de jeunes, de leur engagement, de leur militantisme aussi, de voir un peu qu'est-ce qui peut être à la base de cet affaiblissement de leur engagement militant. Merci beaucoup d'être venu sur mon plateau ce lundi matin en parler. Ma première question et ma première curiosité, pourquoi faut-il déjà s'engager en tant que jeune? Pourquoi s'engager? Déjà pour apprendre, mais aussi pour contribuer au développement de sa nation. Nous sommes dans un pays constitué majoritairement de jeunes. Et si nous voulons un pays démocratiquement prospère, économiquement viable, ça passe par cette jeunesse-là qui, au-delà de l'éducation classique, peut s'engager dans les associations, dans les syndicats, dans la politique, justement pour apprendre, mais aussi donner de la voix, parce que seuls les jeunes peuvent parler des problèmes et des enjeux liés à notre jeunesse. Mais d'abord, ils doivent apprendre aux côtés de leurs aînés, de comprendre leur histoire pour mieux faire
et mieux contribuer au développement du Bénin. Ah ben ça c'est joliment bien dit quand on est loin, parce que au sein des organisations, au sein des associations, ce n'est pas seulement l'apprentissage, hein. C'est la lutte, c'est les coups bas, c'est les calomnies, la dénonciation, tous les autres mots qu'on ne nous dit pas aussi. C'est une forme d'apprentissage. Ah oui, sérieusement? Oui, de mon expérience, je pense qu'on tombe parfois de sa naïveté dans ces groupes-là et on confirme le chemin qu'on veut choisir. Soit vous voulez rester droit dans vos bottes avec vos valeurs malgré tout cet environnement, soit vous vacillez de l'autre côté. Du coup, est-ce que parce qu'il y a un risque d'accident dans la ville, vous n'allez pas sortir de chez vous? On sort toujours. Voilà, donc lorsqu'il y a 2-3 personnes, il y a des caractères différents, il y a des habitudes, des éducations différentes qui se croisent. Mais surtout, dans un groupe, il y a des intérêts individuels en face des intérêts communs. Et justement, si nous voulons diriger ce pays, si nous voulons contribuer à ce pays, il faut aller dans ce milieu parfois hostile. Mais il n'est pas que hostile, il est aussi apprentissage. J'ai vécu l'hostilité de la vie associative, hein. Mais je suis prête à recommencer. Peut-être parce que vous avez un caractère, un parcours, peut-être une vision des choses qui vous aident justement à accepter ces difficultés-là. Il y en a qui ne s'en remettent pas, hein? Oui, on peut comprendre parce que on n'est pas constitué de la même façon, on ne gère pas nos stress et nos émotions de la même façon. Mais quand vous avez une vision claire, quand vous avez compris que si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera à votre place, vous restez. Ce n'est pas évident, hein. Il m'est déjà arrivé l'envie de claquer la porte, de partir. Et à un moment donné, il y avait toujours des aînés. Ah tiens, ça vous est arrivé aussi? Oui, il y a toujours des aînés pour dire, si tu ne le fais pas, qui le fera pour vous? Qui le fera pour vos enfants? Et avec douleur, tu restes. Et ça aussi, ça passe. Cette période de tractation, ça passe. Pour dire qu'il n'y a pas que d'hommes parfaits, mais il y a des visions claires, soutenues. Donc, une fois que vous avez cette vision claire et soutenue, vous cherchez les armes, les outils qu'il faut pour avancer. Alors, vous avez dit donner de la voix aussi. Oui. Y être pour donner de la voix en tant que jeune. Et c'est là aussi l'autre piège. C'est-à-dire que le militantisme est parfois assimilé, je dois dire, à une veille citoyenne qui rime avec dénonciation. Et quand on sait que dans la République, dénonciation peut rimer avec prison. Et parfois aussi, je dois dire, harcèlement et tout ce qui va avec. On comprend le jeune qui ne veut pas se mêler de la chose publique. Il n'y a pas de métier sans risque à la base, mais je dois dire qu'il y a plusieurs façons de militer. Okay. Alors, vous pouvez vous engager dans la vie économique de votre pays et de contribuer à ce qui est des lois, des conditions favorables à éclore l'économie, l'entrepreneuriat. Vous pouvez vous engager dans des associations justement pour des droits. Je vous ai entendu tout à l'heure parler des droits des enfants. Vous pouvez vous engager en politique. C'est quand vous vous engagez peut-être en politique ou sur des thématiques politiques et que vous n'avez pas l'encadrement nécessaire que vous pouvez aller dans les dérives. Après, si vous êtes dans un pays où on peut brimer vos droits, là, vous pouvez craindre. Mais une fois encore, est-ce qu'il ne faut pas sortir de chez soi juste parce qu'il y a un risque d'accident sur la route? Donc, je dis que même s'engager et donner de la voix, ça s'apprend. Il y a une façon de dire, ça veut dire qu'il faut aller chercher les réglementations, il faut avoir les informations qu'il faut. Il ne faut pas dire des informations qui ne sont pas justes sur la situation. C'est justement en disant des informations vraies que vous attirez justement et précisément la foudre des autres. Oui, ça peut arriver. Oui. Alors, est-ce que c'est différent de militer quand on est femme? Le militantisme homme-femme, je pense que ça a la même définition. Sauf que quand vous êtes dans un certain contexte, notamment le nôtre, il faut trouver sa place. Il faut trouver sa place. C'est vrai que ces dernières années, il y a beaucoup de programmes, beaucoup d'activités qui encouragent les femmes à s'engager dans différents secteurs. Mais nous avons nos propres contraintes. Déjà au niveau de l'éducation, ce n'est pas toujours toutes les familles qui encouragent les filles à prendre le devant. Et ensuite, dans la communauté, ce n'est pas toujours évident de donner la première place à une femme. Donc, on vous donne une place et vous allez mériter cette place, il y a un petit travail à faire en tant que femme.
de pouvoir se faire confiance. Donc, il faut pouvoir construire sa confiance, mais aussi en avoir dans la tête, en avoir dans les mains, pouvoir faire bouger les choses. Et donc, ça s'impose naturellement. Vous devenez légitime de participer à la vie associative, à un engagement donné. Donc, ce n'est pas évident par rapport à notre contexte, bien qu'il évolue, bien qu'il devienne favorable, mais ça se fait. Il y a des initiatives, vous l'aviez dit, hein, pour davantage inciter la femme à prendre le devant des choses, à s'engager et à militer. Au-delà de la femme, des jeunes et des cohortes sont en train d'être formés par diverses structures et organisations. Est-ce que vous avez l'impression vraiment qu'on arrive à créer, je dois dire, un vivier de jeunes capables de prendre vraiment le Bénin en main demain? On arrive quand même à révéler aux jeunes leur potentialité, à leur montrer les défis de notre nation. Et il revient aux jeunes maintenant de faire valoir tout ce potentiel. Donc oui, il y a un vivier de jeunes très intelligents, très dynamiques, très engagés, qui peuvent assurer la relève, quitte à choisir les bons chemins. Mais est-ce que vous avez fait attention à l'actualité politico-judiciaire ces dernières années? La plupart des scandales, notamment qui engagent des milliards, ont au cœur de leur déroulement des jeunes de la quarantaine. Comment ça peut s'expliquer? Il peut y avoir plusieurs explications. Et ce sont des jeunes aussi qui ont eu le temps de faire le parcours militant que vous évoquez là, hein? Leader de jeunes, responsable étudiant par ici, par le passé, et qui ont eu le temps de mûrir et de se solidifier. Je pense que parfois le pouvoir, l'argent peut vous détourner de vos choix. Et parfois vous pouvez être contraint, mais il n'y a pas de 100% parfait. Et puis, tout dépend aussi de vos choix, je veux dire. C'est-à-dire que vous avez un cadre, vous avez eu l'opportunité d'être jeune, de militer, mais ce n'est pas ça qui définit qui vous allez être au final. C'est votre leadership, votre capacité à faire face justement aux valeurs et aux contraintes liées au pouvoir et à l'argent. Donc ça, c'est plutôt lié à la personne, au contexte. Quand ça se gâte, bon, ce n'est plus vous, ce n'est plus la formation. La formation a été faite. Est-ce que quelque part, l'éducation n'a pas été, enfin, la formation n'a pas été mal faite? Quelqu'un qui n'a pas mis en application ce que vous lui avez appris pendant tout ce parcours, ce n'est pas sa faute. C'est peut-être qu'on ne lui a pas bien expliqué ou qu'on ne l'a pas bien formé. Alors, je n'ai pas de baromètre, je n'ai pas d'éléments pour dire ça n'a pas été bien fait. Mais je suis un produit de programme de formation de jeunes. Et je sais que cette formation m'a révélé à moi-même, m'a confirmé où est-ce que je veux aller, où est-ce que je me sens le plus utile. Et pour moi, c'était pas forcément... J'avais le choix entre partir et rester. Et pour moi, c'était de rester. Et même d'aller en milieu rural, là où les personnes n'avaient pas accès à l'information et à la formation. Donc, je veux dire que les acteurs qui forment font leur boulot. Et ensuite, il revient aux jeunes de bien s'entourer. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, entre nous, c'est beaucoup de guerre. Et plutôt que de bien s'entourer, on se laisse emporter par les plaisirs ou les réalités de tout de suite. Il peut y avoir des pièges, il peut y avoir beaucoup je vais dire des fautes, mais il y a aussi beaucoup des choix qui sont faits par les jeunes. Donc, je ne voudrais pas dire que la formation n'est pas bien faite. La formation, c'est une opportunité et la formation est continuelle au niveau de l'individu. Donc, pour moi, ce n'est pas la formation qu'il faut critiquer. C'est peut-être le contexte, c'est peut-être les hommes. Voilà, donc pour moi, il faut aller au-delà de la qualité de la formation parce que la formation reste une opportunité parmi tant d'autres de s'élever. Vous appartenez justement à une cohorte de jeunes gens formés à ce sujet. Vous avez, je dois dire, des actualités en projet, c'est quoi? Alors moi, je suis de la première promotion du programme Jeunes Leaders du Bénin qui a été mis en place par la Fondation Frédéric Cherbet en 2014. Et aujourd'hui, ils ont lancé la 12e cohorte pour mars. Donc, tous les ans, ils lancent entre février et mars un appel à candidature. Ils recrutent une trentaine de jeunes à qui ils vont justement apporter de la formation thématique, ils vont apporter du coaching et
et c'est essentiellement centré sur l'histoire du Bénin, la connaissance des institutions et leur fonctionnement. Parce que justement, si vous ne connaissez pas le fonctionnement, l'histoire politique du Bénin, le fonctionnement des institutions, la rencontre de leaders de ce pays qui justement vont partager leur expérience sur les aboutissants et les inconvénients de chaque choix qu'on peut faire dans la vie politique, dans la vie sociale, économique de notre entreprise, de notre pays. Donc au départ, c'était il faut venir des associations, il faut venir d'un parti politique ou être syndical. Aujourd'hui, on a rajouté tout l'aspect entrepreneurial pour que des jeunes qui innovent, qui entreprennent aussi, puissent tisser leur nouvelle code à l'ancienne, en comprenant bien l'histoire du Bénin, comment fonctionnent les institutions et comment on peut s'y intégrer, comment on peut y en tirer des avantages. C'est très exigeant, non, de participer? Alors, oui, c'est très rigoureux en termes de sélection, parce qu'on veut la crème des crèmes, on veut pouvoir bonifier la crème des crèmes, ou on veut pouvoir révéler chez certains jeunes le potentiel qu'eux-mêmes ignorent. Donc, pour y participer, il faut déjà remplir l'appel à candidature, il faut avoir une lettre de recommandation de son association ou de son organisation, ou d'une personne de référence, et participer à l'entretien une fois que vous êtes présélectionné. C'est un moment très édifiant, cette étape d'entretien, et dont j'ai encore la mémoire et je ne voulais jamais. Un beau souvenir. Oui. Ça dure un an, c'est ça? Hein? Ça dure 6 mois. 6 mois. 6 mois. Donc pendant 6 mois, vous avez des formations sur justement les thématiques que j'ai citées. Vous avez un coaching individuel, mais aussi un coaching collectif avec des personnes extraordinaires que vous connaissez ici au Bénin. Et vous en sortez différents, transformés. Et après, on vous lâche dans la nature. Alors, vous rejoignez un réseau d'alumni qui, eux aussi, après la formation, ont trouvé leur place dans la société, ont déployé un certain nombre d'initiatives. Mais la chose la plus importante, c'est la restitution. Quand vous venez d'une organisation qui vous a recommandé, c'est important d'aller faire le retour aux autres jeunes. C'est important d'aller toucher et d'impacter. L'objectif, c'est que vous puissiez ensuite étendre cet impact sur d'autres personnes, mais aussi pouvoir mieux faire ce que vous faites déjà, qui est d'être engagé soit dans la société, soit dans la politique, ainsi de suite. Mais Oguma, un mot pour finir. Alors moi, je voudrais déjà remercier encore la Fondation Friedrich Ebert et tous les acteurs à l'intérieur qui ont initié ce programme. Remercier tous mes collègues JLB qui aujourd'hui font la promotion de cette formation. Et vous remercier aussi pour cette opportunité que nous avons d'en parler. Parce que nous jeunes, au-delà d'être tête baissée devant notre téléphone, on a besoin un moment de s'arrêter et de regarder ce qui se passe ici. Parce que personne... Et autour de soi. Et autour de soi, parce que personne ne viendra le faire pour nous. Aimé Oguma, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes jeune leader. Vous êtes sur ce plateau pour qu'on parle un peu justement de la question de l'engagement militant des jeunes. Encore une fois, merci d'être passé par ici. Moi. Bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette partie d'Actu Matin. Je vais vous proposer qu'on souffle un moment, le temps d'installer par ici Franck Aounou pour son commentaire. Alors, qu'est-ce qui nous attend à partir de cet instant-là? Franck va lire son commentaire, va poser le débat. Son commentaire s'intéresse un peu au choix du candidat de la mouvance pour la présidentielle de 2026, sur qui tombera, je dois dire, la chance en mai prochain, et quelles sont les têtes fortes qui peuvent prétendre à l'heure actuelle à porter les couleurs de la mouvance pour cette compétition électorale. Voilà les questions autour desquelles on va faire les échanges. Si le temps nous le permettait, on va dire 2 mots au sujet donc de la situation du PRD au cœur encore de l'actualité depuis ce week-end. Vous avez pu suivre un élément dans le bulletin d'information de Florence Bossa. On pourra revenir là-dessus. Et puis vous aurez la revue de presse. En attendant tout cela, voici la pause. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans
de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48, 78 74 ou écrivez à l'adresse mail au crc@dgpr.bj. Vous l'attendiez, elle est enfin là, la Béninoise. Votre bière est désormais en canette format 33 centilitres. Avec la Béninoise en canette, vivez vos moments à 100%. Un goût authentique, un esprit jeune et une fraîcheur garantie dans chaque gorgée. La Béninoise en canette, c'est le format parfait pour savourer la tradition et le goût d'ici. La Béninoise, toujours un esprit jeune. Maintenant en canette de 33 centilitres, disponible dans tous vos points de vente. À consommer avec modération. Qualité Sobebra. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48, 78 74 ou écrivez à l'adresse mail au crc@dgpr.bj. Et nous voici de retour après la petite pause pour déjà commencer avec le commentaire de Franck Arnaud. Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. On va s'intéresser donc à ce qui va se passer en mai prochain. Et oui, mai prochain, la mouvance a décidé de choisir son duo de candidats pour la compétition électorale de 2026 et précisément pour la présidentielle de cette année-là. Longtemps attendu, le débat autour donc de la candidature à la présidentielle se fera au niveau de la mouvance. On parle donc du mois de mai, Franck. Alors, comment vous sentez déjà venir ce mois-là? Difficile mois passé pour la mouvance. Difficile parce que ce genre d'exercice l'a été toujours, notamment pour des présidents en fin de mandat et constitutionnellement qui n'ont plus la possibilité de remplir. J'entrevois l'exercice à venir pour la mouvance particulièrement coriace parce que pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays, eh bien, le maître de la majorité verrouille les choses et ne décide de les ouvrir qu'à 6 mois environ des échéances. Cette particularité dans la méthode Talon fait que, à mon avis, le débat qui devrait se faire autour de la question pour permettre de lever progressivement les goulots d'étranglement, ce débat a été totalement absent. D'ailleurs, ceux qui se sont aventurés, Tanguy, vous l'avez suivi, et se sont lancés précocement en ont pris pour leur dose. Maintenant, si l'agenda avancé par la presse est juste, nous serons à quelques 8 mois des élections de 2026. Donc, en parfaite harmonie avec ce que veut le chef de l'État pour sa famille politique. Et à maintes occasions, il a martelé les raisons pour lesquelles il a pris cette option qui lui semble la meilleure
est-ce la meilleure pour un pays où les acteurs politiques avaient l'habitude, étaient vraiment habitués à faire leur show déjà plus d'un an avant? On le saura à la fin des manœuvres. Mais toute proportion prise, ce que la mouvance s'apprête à faire est crucial pour 3 petites raisons. Primo, parce que le débat est resté fermé, je le disais, pendant longtemps, même si à l'intérieur des partis politiques, le sujet se discute sans véritablement être à l'ordre du jour d'une quelconque réunion, qu'elle soit statutaire ou pas. Secondo, les ambitions existent et se manifestent en offre. Les potentiels candidats sont plus ou moins connus, mais personne n'a voulu prendre le risque d'exprimer ses intentions, craignant d'éventuelles représailles qui pourraient lui faire perdre toute chance. On se rappelle encore avec quelle rapidité et quelle réactivité le ministre Wadaï a fait arrêter le débat autour de sa candidature. Tertio, l'équation de la désignation de candidats est très subtile et délicate, parce que le régime veut voir le système mis en place perdurer après 2026, et donc un mauvais pas ou un mauvais casting peut faire voler en éclats le rêve de Talon et avoir quelques soucis, donner quelques manques de sommeil pour la mouvance. Celui que Talon veut avoir, qu'il puisse faire l'affaire comme lui, mais aussi tous les acquis de 10 ans de gouvernance et toutes ces réformes qu'on a connues. Évidemment, la plus lourde des conséquences, ce sera la perte du pouvoir si les choses ne sont pas bien conduites, qui fera tomber le pouvoir aux mains de l'opposition. Un exemple parlant qui n'est pas loin de nous, c'est celui de la fin du règne de Boni Yahu, où face à l'incapacité de choisir son dauphin dans sa famille politique, et aller dénicher un Lionel Zissou qui a lamentablement échoué, ce qui a permis à Patrice Talon de venir au pouvoir. La contre-campagne est partie de sa famille même, donc c'est la plus grosse épreuve à laquelle fera face Patrice Talon, à mon avis, depuis bientôt 10 ans qu'il est au pouvoir. Franck, on parle de désignation de candidature. Quelles sont les têtes qui sont les plus en vue? Oui, les têtes les plus en vue. Les plus favoris, je dirais ceux qui sont pressentis. Je ne saurais parler même de favoris parce que je sais qu'il y a des noms qui circulent avec persistance. C'est par exemple Romuald Wadaï, c'est un secret de Polichinelle, l'actuel ministre des Finances. C'est aussi Joseph Diogbeno, président du parti UP Le Renouveau. C'était jusqu'à un passé récent le nom d'Olivier Bokor, mais lui, il semble forclos suite à sa condamnation dans l'affaire complot contre l'autorité de l'État. Mais en dehors de ces noms qui semblent se dégager, il y a des clans à l'intérieur des formations politiques qui n'ont pas dit leur dernier mot et qui adoubent certainement quelques leaders au sein des partis politiques. Ils auraient voulu les voir porter le flambeau de la mouvance. Une chose est sûre, si Talon fait organiser des primaires dans les chapelles acquises à sa cause à l'heure où nous parlons, eh bien, la moisson sera abondante. Même les personnes les plus insoupçonnées afficheront leur ambition. Alors, question, comment Talon va-t-il s'y prendre pour éviter la dislocation de son équipe? Pour qui bat son cœur et comment entend-il faire épouser ce choix au reste de sa troupe? Bien malin qui pourra répondre à cette question. Mais la mouvance gagnerait à choisir un candidat non pas qui fait l'unanimité, mais qui est crédité de qualité d'homme rassembleur, rigoureux, ambitieux et politiquement averti aussi, car le challenge qui reste bien grand. De février à mai, le temps me paraît bien court pour réaliser un bon check-in, mais j'attends bien de voir ce qu'il en sera, Tanguy à gauche. On verra aussi en tout cas, mais en attendant, on pourrait projeter ce qui pourrait se passer sans être forcément Bokono. Franck, merci beaucoup pour le commentaire de ce matin. Mesdames et messieurs, voici nos débats. William Cliquant, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, on l'a attendu. Hein. Faut-il être complet à ce sujet? Ce matin aussi, on apprend par la presse que le Parti Les Démocrates fait déjà, en tout cas, ce qu'il faut en son sein pour se trouver un duo
candidat. On verra bien comment l'actualité là va évoluer d'ici à demain. On pourrait revenir là-dessus. Mais avant, intéressons-nous un peu à la mouvance présidentielle. On avait en tout cas beaucoup de têtes, William Cliquant qui s'annonçait, mais avec les procès par ici, j'espère que Franck n'en aura pas droit à le courage de citer Robien Louadaï, des procès par ici, des dénégations par là-bas, des renonciations aussi, il y a même eu des condamnations aussi, quelques copies pour 20 ans désormais. Le paysage s'est clairsemé, William. Avant d'en dire un mot, j'aime bien la symbiose et la symphonie des agendas, opposition et mouvance sur la désignation de candidats. Vous savez, même aux démocrates, on n'a jamais entendu parler de préparation quelconque. Et subitement, parce que Talon va en tourner en avril, parce qu'on entend dire qu'en mai, il y aura candidature à la mouvance, subitement, on entend le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale dire sur un média ce week-end que les démocrates, que Yahya a lancé les pour et le sort pour que les propositions se fassent. C'est en cela que parfois je me demande à quel type d'environnement politique nous avons droit aujourd'hui finalement. Est-ce que les gens ne se foutent pas quelque part de nos perceptions diverses et que des compromissions ne nous passent pas par la tête? Ça, c'est de l'analyse fiction du journaliste que je suis. À votre question. Qui a dit que les choses sont clairsemées? Jusqu'à récemment, aucun courageux ne pouvait scruter l'avenir à propos de cette question. Même les médias. Les médias ont aussi eu leur code électoral à eux, entre eux, qui leur imposait peut-être, je ne sais pas combien de restrictions, ou avait la volonté de Patrice Talon aussi de cette fameuse durée de 6 mois avant, de période de 6 mois avant les élections. Eux non plus n'avaient le courage d'en parler. J'espère vivement que la phobie est partie et qu'on a ouvert les vannes pour que cette question ne soit plus un crime de lèse-majesté ou qu'elle ne soit plus tributaire d'un déluge ou d'un valage de critique ou de fixation sur la personne des gens qui en parlent. Parce que dans une démocratie, le jour où un chef d'État est en poste, il vient et prend fonction. Le même jour commence par se dessiner et on commence par débattre de qui viendra après lui, soit pour maintenir les prétendus acquis qu'il aurait, soit pour lui faire une revanche. Et dans les grandes formations politiques dans le monde, les couvents, les antres de préparation des candidatures fonctionnent de jour comme de nuit et à un régime plein. Je dis cela et je dis qu'en fait, c'est trop facile de nous faire miroiter un système partisan aux résultats que nous voyons en bien comme en mal, qui en fait annule le débat démocratique, empêche que les langues se délient. Vous savez que le cultivateur de, je ne sais pas, des 2KP ait envie d'être candidat pour la présidentielle ou pas, quelle que soit sa formation politique, c'est le droit le plus absolu. Mais que subitement, après autant de vagues de suspension dans les partis politiques, juste parce que des gens ont pu dire qu'ils ont des ambitions, des gens ont dit qu'en fait, on veut, on prétend. Vous savez, aujourd'hui, regardez le cas français. Dans la Macronie, regardez combien de prétendants à la succession de Macron se dessinent déjà. Ça fait pas un peu désordre aussi, là? Oui, ça donne l'impression de faire des ordres. Mais si les gens se comprennent entre eux, là-bas, ce n'est même pas... ce sont carrément c'est une alliance politique qui est au pouvoir. Donc, Horizon, chaque micro-parti, ancien Premier ministre, actuel ou futur, ou bref, chacun veut redessiner la carte en sa faveur. C'est comme ça qu'on anime la vie politique. Je ne sais pas quelle réforme du système partisan amène les gens à faire clouer le bec à des acteurs politiques qui sont censés parler. Personne de parler. Demandez aux jeunes qui ont commencé par coller des posters. Il y a quelqu'un qui allait sur VOA annoncer qu'il a bien envie d'être candidat. Il n'a pas été inquiété. Donc, chacun est libre justement d'annoncer ses ambitions. Je finis le premier round d'analyse. Oui. Vivement que ce soit la réelle ouverture et sincère de ce débat et que les gens aient le courage d'en parler. Et quand, pour répondre à la négative, par la négative à votre première question, je ne pense pas que ce soit un horizon suffisamment dégagé aujourd'hui pour faire le débat. Parce que vous avez juste quelques petits noms. Et après, il y a un foutu. Il y a à dire et à redire. On fera le débat de fond en comble. Oui, Eric.
Bon, je pense qu'on peut dire qu'enfin, nous y sommes. Parce que s'il y a un fait qu'on a dénoncé suffisamment sur ce plateau, c'est ce silence qui a entouré justement le choix des candidats au niveau des partis politiques. On trouvait que c'était trop bizarre que dans une démocratie, et qu'à l'approche d'une si grande élection, qu'au niveau des partis politiques, on entretienne tout un mystère, voyez-vous. Même la date qui est annoncée, j'attends de voir véritablement mai pour savoir si véritablement du côté de la mouvance, on va vraiment nous donner quelque chose. Voilà. Je pense aussi que des deux côtés, les acteurs en présence se surveillent. On attend de voir ce qui va se passer du côté de la mouvance. Du côté de la mouvance aussi, on attend de voir ce qui va se passer du côté de l'opposition, n'est-ce pas? Pour que chaque leader puisse pousser ses pignons. Je pense que cela nous amène à retirer un certain nombre d'éléments de nos concitoyens qui ont quand même envie d'avoir en main un certain nombre de cartes, n'est-ce pas, avec le temps nécessaire de mener leur réflexion, le temps nécessaire de connaître le candidat, le temps nécessaire de s'habituer ou non à des profils, à des visages, n'est-ce pas, avant véritablement de se décider. C'est assez important pour que cet environnement de compétition soit vraiment créé pour permettre aux différents acteurs de pouvoir aller à la rencontre de nos concitoyens, débattre des sujets qui les intéressent et de l'avenir de notre pays. Alors, je pense que pour mai, qu'est-ce qui va véritablement se passer? Est-ce que ça viendra des partis politiques? Est-ce que ça va être une proposition du chef de l'État? Parce que l'idéal, c'est que ça soit des partis politiques. Parce que avec la réforme du système partisan, c'est ce qu'on a dit. On veut tout au moins pour une fois dans notre histoire que des partis politiques eux-mêmes trouvent en leur sein des gens qu'on a identifiés avec un parcours de militantisme, des gens qu'on a connus comme étant de leaders confirmés auprès de leur population, auprès de leurs militants, n'est-ce pas? Que cela soit véritablement une proposition des partis politiques. Si, dans ce qui va se jouer en mai, cela ne suit pas cette logique, je pense que, une fois encore, la réforme du système partisan sera mise en difficulté. Est-ce que ce n'est pas justement se fourvoyer que d'obliger justement les populations à aller choisir un acteur politique? Si la population a besoin de lire un acteur politique, ils ont été plusieurs fois candidats et le lecteur est libre plutôt qu'on lui dessine, je dois dire, une bassine dans laquelle il doit aller faire son choix directement, automatiquement. Oui, j'en conviens, mais j'estime que pour des citoyens, n'est-ce pas, de notre pays, qui ont envie de participer à une compétition, c'est assez important pour eux de leur présenter plusieurs tableaux, de leur présenter plusieurs acteurs, ou de faire en sorte que dans la compétition, de l'environnement de compétition, que tous ces acteurs se libèrent, se dégagent, aient la possibilité, la liberté, n'est-ce pas, de se décider ou de renoncer à un moment ou l'autre, n'est-ce pas, du processus. Cela a le mérite de permettre à nos concitoyens de savoir que à partir de certains moments, on m'a présenté telle personne, j'ai telle personne, je sais que telle personne a telle envie et telle volonté d'aspirer à tel poste. Et cela me permet de savoir ce qu'il faut faire, de savoir de quel côté m'orienter. Est-ce que le temps va permettre véritablement, même en mai, ce qui va se passer en mai, de permettre vraiment à nos concitoyens d'être acteurs? Justement, c'est la question que j'allais poser à Franck. Franck, pourquoi est-ce que c'est seulement maintenant qu'on découvre justement qu'on veut aller choisir ceux qui vont porter les différents étendards et opposition et mouvance? Est-ce qu'on aura le temps de connaître qui c'est? On aura le temps, certainement. Ça va aller à leur rythme parce que c'est ce que visiblement toutes les chapelles, toutes les obédiences veulent pour le peuple béninois en 2025, alors que par le passé on était habitué à une autre façon de faire le jeu politique. Je crois que s'ils l'ont décidé ainsi, ils vont se donner les moyens d'abord d'informer les leurs, de permettre à l'interne aux gens de compétir certainement. Peut-être qu'ils n'auront pas le temps nécessaire, mais la compétition aura lieu. Et qui vous dit d'ailleurs, nous sommes en politique, que cela ne se fait pas avec beaucoup de tact au niveau des partis politiques. Et une compétition en secret? Ben, pas compétition, mais il y a peut-être des gens qui se touchent, qui se parlent, des gens qui créent les débats entre eux. Celui qu'on aura désigné, de quel temps disposera-t-il pour aller convaincre les Béninois? Il va mettre le temps à profit, même si on lui donne 2, 3, 4 jours, je crois qu'il va mettre les moyens nécessaires
Pour écrire son projet de société? Non, quand on parle de projet de société, certainement, pour la mouvance, il n'y aura pas trop de... je pense qu'il n'y aura pas trop de boulot à faire. Pourquoi? Oui, parce que ça va être peut-être une continuité. Ce que nous n'avons pas réalisé, nous allons ajouter ce que nous entendons faire pour étoffer davantage le bilan du système. Et là, je parle du système, je ne parle pas de Patrice Talon, parce que celui qui va venir, il a certainement ses propres ambitions pour le Bénin. Il a maintenant tout ce que le groupe porte et qui va rester la vision de la mouvance présidentielle. C'est au niveau peut-être de l'opposition qu'on va espérer, parce que l'opposition voudra peut-être tout remodeler, tout changer pour donner une autre orientation à la gouvernance du pays. Et donc, il y aura du boulot de ce côté. Et peut-être qu'en ce moment, ça se rédige. Peut-être qu'en ce moment, on est en train de jeter les bases, d'écrire les grandes Je suis sûr que ce n'est pas à 6 mois que vous allez réveiller votre enfant d'un sommeil et lui dire qu'il n'est jamais à participer. Ça va être très malheureux. Logiquement, je pense que les choses devaient se faire autrement. Et je pense que c'est ce qu'on a souhaité en dénonçant ce silence au niveau des formations politiques. Parce que on dit que la politique, ça se fait au niveau des formations politiques. Et par définition, c'est des organisations qui s'associent, n'est-ce pas, pour aller à la conquête du pouvoir. Donc, ils ont tout le temps, ils n'ont pas à se fixer 6 mois, 7 mois ou je ne sais combien de mois, n'est-ce pas, pour se mettre en compétition. C'est leur boulot, ils ne font que ça, matin, midi, soir. Et donc, je pense que, et cela, c'est le temps nécessaire pour permettre à un citoyen, je ne sais pas, qui a mal en vue la tchoumi, mais de savoir qui est qui. Si on respecte rigoureusement ce délai qui a été donné, nous avons 117 communes, des chefs quartiers. Nous ne parlons pas d'une élection de rue ou d'une élection dans une classe des armées, dans un collège. Mais écoutez, et si c'est à 6 mois qu'on désire peut-être Franck et que c'est à ce moment précis qu'il va commencer maintenant par rêver du Bénin les 5 prochaines années. Ou faire un dans chronogramme pour économie, agriculture, santé et éducation, dans chaque domaine. Même si c'est une gouvernance qui veut la continuité sur ce que l'autre a fait, il y a quand même ce que soi-même on veut pour son propre pays. Comment on peut faire tout ceci? Donc je pense que... je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais toujours est-il que ça nous met en retard par rapport à ce que voudrait une vraie compétition dans une vraie démocratie. Ce sont les incohérences de la fameuse réforme du système. Comment ça? La réforme du système n'a pas imposé 6 mois. Hein? On dit qu'on veut... C'est un vœu de Patrice Talon. Que bizarrement, toutes les formations politiques avec leurs différents présidents... Oui, vous savez... on dit qu'on veut professionnaliser la profession, en griffe, même si là-dessus je ne suis pas d'accord, la profession d'acteur politique. Et on embrigade les gens, on ne leur donne l'occasion que de faire je ne sais quelle reddition de compte qu'à un moment donné de l'année après le chef de l'État est en tournée. Et puis on dit qu'il y aura candidat. Il y a une élection qui vient de finir dans la plus grande démocratie, avec ses imperfections soit-elle, de la planète actuellement. L'une des plus grandes leçons, c'est l'impréparation du Parti démocrate sur qui allait venir au pouvoir après Biden. Donc le tâtonnement de Biden à son départ, ensuite l'arrivée de Harris, malgré tous les grands moyens qu'on a mis, les anciens présidents. Jimmy Carter a même dit « Je rêve de rester en vie jusqu'à voter pour Harris au moins avant de mourir ». Malgré la bonne volonté du père et de la providence, le vieux a voté pour Harris, mais elle a dû échouer et il l'a constaté avant de s'en aller. Regardez l'énergie que les gens y ont mis. Mais les gens ont essuyé un échec. Les États les plus démocrates, ou qui sont souvent les swing states, qui sont souvent au milieu, ont basculé républicains au profit de Trump. Maintenant, vous nous vantez un système qui doit faire des partis forts, mais des partis à l'intérieur desquels il n'y a aucun débat démocratique. On est là dans des écrits à commenter vaguement l'actualité avec des communiqués. On fait la ronde avec une élite des partis qui tâtonne, je dis pas tâtonne, tâte le terrain, scrute par endroits, renifle, vont saluer Rungweji, saluer qui encore. Et c'est l'activité, le grand parti politique, premier soit-il de l'échiquier politique ou deuxième de la mouvance présidentielle, c'est à ça que se résument leurs activités. Lisez les textes de la plupart des partis, jusqu'aux démocrates. Vous verrez que la désignation des candidats à la présidentielle cette désignation revient à de hautes instances qui sont à la tête des partis, haute direction, des noms, ils en ont haute direction, comité politique, tout ça. Je crois même qu'au niveau des démocrates, il y a un comité circonstanciel que le texte prévoit de créer. Mais comment en est-on arrivé à ces instances?
Personne n'a jamais voté pour les membres des grosses hautes directions, super directions. C'est une affaire de copinage, d'affinité avec le maître du pouvoir. Non, vous êtes membre de leur parti. Je ne suis pas membre du parti, mais ça a été fait sauf toute règle démocratique quand même. Sauf ce que nous connaissons de basique et d'élémentaire en démocratie, c'est-à-dire le choix de la base. Ce qui fait qu'aujourd'hui, entre gros poissons ou un gros crabe du panier à crabe, certains s'entendront pour désigner un nom qu'on imposera à la majorité. On viendra nous dire que ce qu'on a commencé depuis 2018 vient de mûrir en accouchant pour la première fois d'un candidat. Alors que non seulement ils ne seront pas tous d'accord dans cette désignation, mais ils seront obligés d'encaisser parce que si quelqu'un, un premier courageux, se permet de ne pas être d'accord, il ne sera pas sur la liste pour les communales qu'il désire ou pour les législatives. Et on fera ça, on nous dira qu'on vient de réformer le système partisan, alors qu'on vient d'embrigader l'esprit politique, la liberté de conscience et de penser que la Constitution garantit pourtant. Et je dis, pour finir très rapidement sur ce volet de l'analyse, que en 2021, on nous a dit que c'est parce que ça faisait seulement 3 ans de réforme que le système partisan n'a pas pu nous produire des candidats. Ce sont les gens qu'on ne connaît pas, des anciens préfets qu'on a ressuscités. Franchement, je ne sais pas. Pourtant, Yvon venait de faire 1 an de tournée dans presque tous les départements. Mais ce sont des gens qu'on ne connaissait pas, d'anciens préfets, d'anciens ministres très bouillants qu'on nous a ressuscités pour aller challenger Patrice Talon. Vous connaissez les scores à la fin, vous connaissez les taux de participation, vous connaissez les chiffres officiels et ceux que nous avons eus dans nos têtes et dans nos pensées. Pour ne pas répéter ça, j'espère vraiment que cette fameuse histoire de ces réformes du système partisan a mûri 5 ans après pour nous accoucher de... Mais si Patrice Talon doit rester là désigné, Yahi doit commencer encore comme d'habitude à dire oui, vous voulez tel, mais qui finance des élections? Moi, je suis pour tel. D'accord? Qui n'est pas d'accord à mettre la même manne financière que l'autre? Si ces questions doivent reprendre, regrettez avec moi qu'on aura tourné en rond pendant cette année. Je pense que espérer que cette question ne soit pas à l'ordre du jour, c'est se tromper. Ça sera à l'ordre du jour. Il reviendra aux leaders de ces partis politiques, autant qu'ils sont, de pouvoir trouver des moyens pour recadrer les pulsions qui vont naître de ces débats qui vont s'ouvrir. Et puis, dans ce débat, nous sommes réduits, à mon avis, à des conjectures. Aujourd'hui, personne n'est en mesure de dire avec des éléments d'appréciation, voilà ce qui va se faire. Sur la question du temps, je suis d'accord que nous avons suffisamment perdu du temps en essayant de ne pas ouvrir le débat politique. Ça va jouer aussi bien sur la qualité du débat, ça va jouer sur le temps que les gens auront. La qualité du choix aussi. Oui, la qualité du choix, pourquoi pas. Parce que vous voyez au niveau de la mouvance, par exemple, il y a 2 ou 3 hypothèses. Il y a celui que veut Patrice Talon, et ça, personne ne peut le... Oui, je pense qu'un chef de l'État en fin de mandat... Il veut qui? Non, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a... Vous pensez qu'il peut avoir il a certainement quelqu'un bas pour quelqu'un qu'il va essayer d'imposer. Non, peut-être que c'est un bon démocrate qui peut-être a maintenu les barrières, quitte à ce que, bon, comme il a souhaité... 6 mois avant les élections, il lâche les chevaux et il voit un peu dans l'arène comment est-ce que les gladiateurs vont s'en tirer, et puis quand le plus fort aura survécu, bon, on lui dresse tapis rouge pour qu'il aille faire campagne. Sauf que on a des scénarios qui sont assez compliqués, hein. Je ne le souhaite pas pour le Bénin. Vous avez cité le cas américain où on a dû pousser le vieil homme à aller régulièrement plus voir son médecin que de s'occuper des états des affaires de l'État. Mais à côté de nous, en Côte d'Ivoire, quelqu'un a dû remettre les crampons parce que celui qui l'a remplaçant sur le banc était en méforme. Donc lui, entraîneur, coach, il a dû donc monter sur le terrain. Vous voyez, donc il y a des scénarios qui peuvent arriver, et à 6 mois des élections, ça peut être un gros bouleversement pour la mouvance elle-même. Oui, je suis d'accord, vous avez fait une très belle analyse, je suis d'accord. Mais au-delà de tout, un chef de la mouvance, un père de famille qui, en voulant léguer un peu les choses à sa descendance, doit pouvoir dire voilà ceux sur qui je compte, voilà ceux qui peuvent faire le job, ceux qui peuvent valablement me remplacer lorsque je ne suis pas là. Et vous voyez l'exemple qui n'est pas trop loin, c'est au temps de Boni Yahi.
quand à la fin, on n'a pas trouvé Kassa, on n'a pas trouvé Abiola, on n'a pas trouvé, je ne sais, un certain Koutié, on n'a pas trouvé. On a essayé Koutié, ça n'a pas passé. Bon, ça n'a pas passé. Et celui qu'on est allé trouver, vous avez avec la fameuse 39 en plus, je savais 40 ans, donc il peut être candidat. Non, attendez. Oui. Koutié, quand il a perdu les élections en mi-2015 face à Adrien Ngouidji, il était en pole position candidat des FCBE. Il a eu près d'1 an de préparation. Donc, se taper la tête parce qu'il y a eu un revenu d'un grand songe divin qui lui prédit l'avenir du Bénin avec un monsieur qui connaissait à peine les quartiers de Cotonou, ça, c'est plutôt... Pour moi, ça, ce n'est pas l'impréparation, ça, c'est de l'amateurisme politique, carrément. Sinon, Koutié a eu tout le temps. Oui, mais Koutié on a essayé de forcer sa candidature. Ça n'a pas prospéré. Et donc, quand on n'a pas trouvé tout ça et qu'on va dénicher ailleurs quelqu'un, et même au niveau de la mouvance aujourd'hui, les noms que nous avons cités, il y en a qui disent, mais lui, moi, un acteur politique m'a dit, si c'est vraiment lui là qu'on va nous amener à qu'il s'attende à autre chose. Je ne veux pas citer de nom parce que vous savez ce qui s'ensuit. Il va peut-être en souffrir et ne pouvoir rien faire. Non, pas rien faire parce que ce sont des acteurs politiques qui vont faire le travail sur le terrain. N'allez pas dire à ceux qui n'ont pas voulu que ce soit par exemple un certain franc qui soit peut-être désigné pour porter le flambeau d'une chapelle politique, que tout le monde soit d'accord. C'est pourquoi j'ai dit dans mon commentaire, pas celui qui fait l'unanimité, mais celui qui a plutôt un discours rassembleur. Parce que dès qu'il sera désigné, peut-être, ça va créer des dissensions, la gestion de tout cela. Et c'est en cela que c'est mauvais, c'est dangereux de ne pas ouvrir très tôt le débat, parce qu'on aurait pu régler un peu ces problèmes-là. Aujourd'hui... Mais ça aurait été aussi un gros risque, Eric, si on avait commencé très tôt déjà à en parler. On sait comment on se bagarre. Le meilleur mot, c'est chamaillerie. Un risque pour qui? Un risque pour la mouvance. L'explosion. Parce qu'on a quand même quelques têtes qui sont des têtes fortes et qui font visiblement, même si c'est difficile de l'avouer sur la place publique, qui font quand même quelques yeux doux. Et on sait qu'ils ont envie. Joseph Togbenou, un certain Lucas Tropo qui a fait tout le Bénin, qui a remis sur les terres ces derniers mois, etc. Ouadani, même qui fait l'indifférent, etc. Son nom, ça circule toujours. Et bien d'autres. Quelqu'un a agité la dernière fois aussi, un certain Akenatonde, par exemple. Quelqu'un a dit Barthélémy Kassa. Barthélémy Kassa, par exemple. Toujours l'a voulu aussi autant de bonheur. Même celui qui a été suspendu de toutes les activités politiques de son parti, le BR, comment est-ce qu'il s'appelle, et qu'on a sorti du gouvernement, ça m'a dit aussi, son nom a été agité entre-temps. Donc, on a quand même qu'il y a des têtes. Et si la compétition avait commencé très tôt, je ne crois pas qu'on aurait ce calme. Peut-être que le PRD aurait commencé déjà à faire ses meetings depuis 2 ans déjà ou 1 an et demi. Si la compétition avait commencé un peu tôt, cela nous aurait permis de savoir qui est qui dans qui. Parce que ça aurait permis entre ces noms que vous avez cités, qui est en mesure vraiment de tenir tête à tout ce beau monde-là. Parce qu'entre eux, il y aura une forme de compétition saine et eux-mêmes, ils pourront se dire que franchement, jusqu'à la lisière de la date des élections, je me rends compte que telle personne a plus de chances que pour moi ou que l'autre. Vous savez, nous ne sommes pas inventeurs des mécanismes qui amènent quelqu'un à être candidat et puis, comment on dit, à gagner des élections. Ça existe un peu partout. Et je suis sûr que si nous faisons le tout, ce n'est pas à 6 mois qu'on décide de tout ça. Quand on me donne l'exemple du Yaïboune, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est l'erreur de notre système de penser que on attend d'abord que celui qui est élu, qui est présent, qui est en exercice, c'est lui qui va vraiment décider véritablement et c'est son agenda qu'on suit et qu'on impose aux autres formations politiques. Autrement, moi je me dis que dès lors que je suis élu, c'est même dès ce premier jour-là que je travaille déjà à préparer quelqu'un ou à demander à mes partenaires politiques de travailler pour ma succession. Et on ne serait pas là en fin de mandat, n'est-ce pas, à chercher, enfin, à hésiter, à avoir des doutes, à sortir des noms, à retirer des noms. Ce n'est pas une démocratie, voyez-vous. Je pense que l'idéal pour nous, je pense que tout ce que nous disons, c'est ce que nous souhaitons. C'est un peu l'idéal dans une démocratie qui voudrait que dans cette forme de compétition, que des citoyens soient à même de se décider ou de se choisir pour aller à une compétition. Si au bout du rouleau, quelqu'un rencontre par malheur des problèmes, on ne le souhaite pas, bon, on saura qu'il n'était pas suffisamment mieux, n'est-ce pas, pour aller à cette compétition. Parce qu'on me dit qu'on a peur
peur de... Quand on dévoile tôt un candidat, on a peur qu'il lui arrive malheur, on a peur que la compétition soit si grave et si grande pour lui, ou des histoires comme ça. Non, je pense que nous sommes dans une compétition, et ça se fait entre des hommes, et il faut permettre aux hommes, n'est-ce pas, de compétir en toute liberté. Sur cette question, il y a une chose qu'il faut voir très clairement. Quoi ça? Presque rien n'a changé en fait. Comment? Parce que si c'est aux lèvres de Yahi que le Bénin était suspendu à son Dauphinat, reconnaissez avec moi que 10 ans après, malgré toutes les réformes, c'est aux lèvres de Patrice Talon que tous les partis satellites ou grands partis... Le bébé doit grandir. Il faut qu'il grandisse d'abord. En 7 ans, vous n'avez eu aucun signe de maturation. Parce que ça, c'est comme si nous revenions en juillet 2015 où on nommait Yovo, par Yovo, excusez, c'est trop trivial. C'est trop coloré d'un journaliste comme moi, je le retire ce mot. Qu'on a mis Lionel Zissou, et que les gens commencent pas à se demander parce que Kouché ça bloque, Abiola, et on prend les calculatrices. Regardez que 10 ans après, nous sommes devant un scénario pareil. Presque rien n'a bougé. Parce que Patrice Talon ne donne pas l'impression de réfléchir. Patrice Talon donne l'impression d'être sûr. Et j'ai l'impression même qu'il a quelqu'un dans sa tête et qu'il n'attend que May. Et s'il a pu dire que ce sera à 6 mois, c'est sûr que c'est comme l'adage. Le truc, est-ce que ce quelqu'un sait que s'il fera obligé de choix? Encore que là c'est le débat est déjà poussé. Eric a même déjà allé. Proche de nous ici, est-ce que c'est de ça que devait accoucher la réforme du système partisan? On nous a dit qu'on veut les partis forts. Les partis forts ne sont pas des partis qui s'alignent avec stylo à la porte du président de la République pour prendre note des initiales du nom du prochain candidat à l'élection. Et rassurez-moi, il y a au moins, quand vous regardez le ministre conseiller, le gouvernement de Patrice Talon, les préfectures et les mairies, il y a minimum 4 formations politiques qui sont aujourd'hui acquises à la cause de Patrice Talon et qui se revendiquent de la mouvance présidentielle, qui ont fait 10 ans de bataille pour un président en partance. Attention, il y a problème. 4 formations politiques. La FCBE n'était qu'une et une seule. Yahi n'a pas pu les fédérer. Kérékou et son UBF. Posez-vous la question. Aujourd'hui, on a 4 formations politiques. On a mais là, on revient au scénario du Manitou. Et je dis, c'est là qu'on n'a pas bougé dans l'Utah sur les histoires de réforme de système partisan, parce que dans les grands partis, ça discute. Personne n'aurait prédit en 2020, avec tout ce qui accablait juridiquement et judiciairement Trump, qu'il serait investi par les Républicains. Et il n'y aurait pas une pression populaire, un vote populaire à l'intérieur du Parti républicain que tout le monde aurait été investi autre que Trump. Sauf Trump. Regardez la pression. Vous avez lu le communiqué de Joe Biden quand il se désistait pour la présidentielle? C'est le parti, c'est la force militante à la base qui a dit, cher monsieur, là tu ne peux pas bouger. Aujourd'hui, il n'y a aucun parti qui puisse regarder droit dans les yeux de Patrice Talon, ne serait-ce que pour lui dire, monsieur le président, est-ce qu'on ne va pas revoir l'agenda des 6 mois? Il a fallu que lui-même se décide pour une tournée ou pour que les dates commencent pas à circuler dans la presse. Des gens qui se comportent comme des élèves en classe de CM1 préparant l'année d'après le CM2 comme ça, ne peuvent pas nous dire qu'il y a une réforme qui fait des partis forts. Oui, je vois tout le procès qu'on fait à Patrice Talon, mais quelque part, quand vous dites 10 ans, est-ce qu'on n'a pas eu le temps de la maturation? Mais les acteurs n'ont pas changé. Et s'il y a 20 ans, les acteurs qui ont posé les mêmes actes sont les mêmes qui sont jusque-là présents, vous comprenez qu'on prenne beaucoup de prudence, Franck, à agir avec ces gens-là dont le changement d'habitude et de comportement est difficile à prévoir, est difficile à prédire. Absolument, absolument. Vous savez, si à côté du système partisan, de son esprit, l'esprit qui est mis au niveau des tests, peut-être que si Patrice Talon n'avait pas mis ces garde-fous là en disant, écoutez, restons disciplinés jusqu'à 6 mois avant les élections, avant de commencer par dire tout ce que l'on veut là, peut-être qu'en ce moment précis, tout a volé en éclats. Peut-être que le PSD aussi serait en train de faire. Et vous avez vu ce qui se passe avec le PRD actuellement. Et ça, ce sont des problèmes que Patrice Talon aura à régler avec le temps. Après le PRD, peut-être que notre parti peut également faire la même chose. On ne sait pas. Et donc, lorsqu'on met l'un dans l'autre, tout ce qui entoure aujourd'hui les problèmes que vit la mouvance aujourd'hui, moi je me dis que ça va être encore plus compliqué. Et si on l'avait commencé un peu plus tôt, peut-être que celui qu'on a choisi, ça ne va pas plaire à l'autre parti qui aurait déjà claqué la porte. Et à côté de tout ça, vous avez ces petits partis-là qui sont tout
que ce soit au niveau de la mouvance qu'au niveau de l'opposition, qui auront quand même leur mot également à dire. Et donc je disais, celui pour qui le cœur de Patrice Talon bat, celui que veut par exemple le parti UPR, qui est plus représenté au plan national, le BR également voudra que, bon, au-delà de tout, nous sommes également un militant BR, Moël Bénin, RN et tout. Et là, on va jouer entre le président et peut-être le vice-président. Et donc, ça va être, disons, un calcul infernal pour Patrice Talon. Lui-même, il va regretter à un moment donné, à mon avis, d'avoir mis tout ce temps-là à verrouiller le débat. Parce que finalement, il n'aura plus assez de temps à le régler. Maintenant, s'il a la thérapie pour prendre celui qu'il veut et l'imposer, ça va marcher pour lui, mais je doute bien fort que cela... Ça va être au grand regret de... Si ça avait été ça l'inquiétude, qu'on commence à 1 an, à 10 ans, à 6 mois, à 3 mois, cela ne nous épargne pas de tout ce que vous avez dit. Même après les 6 mois, on peut constater au sein des formations politiques beaucoup de frustration. Si le format de choix n'est pas de nature à permettre aux formations politiques d'avoir le mot, ça peut se passer aussi autrement. Or, si on avait commencé un peu plus tôt, au moins, ça peut permettre à Patrice Talon de voir le comportement des uns et des autres et d'anticiper. Parce qu'aujourd'hui, Diabono est le seul après campagne. Le petit médicament à chanson le pour Diabono est le seul après campagne. Non inquiété. Le reste, comment vous pouvez dire qu'il n'est pas en campagne? Bon, vous lisez avec la loupe qui vous convient. Pour moi, ce que Diabono fait là, c'est de l'après-campagne. Et il est le seul non inquiété à... Alors, on a fait la même accusation à Luc Atopo, qui prétestait de sa casquette de président des maires. Qui ne le fait plus depuis quelques mois. 217. Vous constatez avec moi que depuis quelques mois, Luc Atopo ne le fait plus. Et je dis le seul non inquiété dans une opération comme celle-là. Mais moi, je aujourd'hui, en activité. Oui, l'implantation de vœux, c'est pas des campagnes quand même. C'est une activité traditionnelle. Au nom de la haute direction du parti, on est dans toutes les localités, dans toutes les circonscriptions. Quand vous avez vu l'édition des c'est l'animation de la vie politique. Ce que les autres chefs de partis politiques ne font pas. Vous avez vu Ayadi faire ça. Vous avez vu Dia Chane faire ça. Eux, ils ne l'ont pas fait. Mais c'est pas la même. Je dis, vous avez. Je comprends l'inquiétude de William lorsque vous voyez qui est pressenti et qui est dans ses déplacements, qui est dans ses activités et tout. On peut dire qu'il prépare le terrain, mais sans prendre de risque. Vous allez voir les activités que déroule Joseph Diabono. C'est dans le cadre du parti politique. Il a la manière de lui-même à son niveau n'est même pas sûr que le choix sera porté sur lui. Alors, c'est lui qui vous a dit ça? Non, je dis lui-même à son niveau. Non, on ne peut pas garantir de son... Ne sais pas. Oui, on ne peut pas garantir sa certitude au sujet de son avenir politique. Non, parce que même dans son parti politique, ceux dont on a cité les noms tout à l'heure, tous ceux-là, il est conscient que eux-mêmes, ils sont engagés ils nourrissent la même ambition. Absolument. Maintenant, comment se fera le débat? Est-ce que les deux partis politiques, les deux grands blocs vont s'unir pour faire ce que l'on veut là? Ce n'est pas justement ça qui va se passer. Voilà. Parce qu'on a vu quand même aller se concerter, l'un venir chez l'autre, et puis l'autre aller chez l'autre, comme de bons voisins de quartier qui se font les civilités de bon voisinage. Est-ce que ça va être un attelage BR, UPR, ou c'est juste dans le cadre de la décentralisation et ça s'arrête là? Qui sait, ça peut être une possibilité. Ensuite, moi je mets ça encore sur le coup de ce qu'on peut dénoncer. Il y a tellement de questions que de réponses pour des élections générales. Comment ça va se passer? Quel va être le format? Les deux grands partis vont-ils s'associer pour trouver un candidat? Est-ce qu'on va le leur proposer? Je crois que c'est ça qui a été fait. S'il y a un sentiment qu'il faut éviter. En 2021, finalement, c'est le BR qui a dit qu'il portait Patrice Talon et les autres sont ajoutés. Mais sur le spécimen du bulletin, vous n'avez jamais vu aucun parti politique. C'est pour ça que je continue de dire que Patrice Talon a réformé le système partisan, mais n'a pas été réélu avec un parti politique. Comme si il n'avait pas fait de réforme. S'il y a un sentiment que moi je pensais que la réforme du système partisan pouvait nous éviter, c'est le sentiment de doute, d'impréparation, précipitation, d'interrogation à la veille des élections générales. Je me disais qu'avec la réforme allait nous permettre d'avoir des réponses à ces questions pour des élections générales. Il y a eu une réforme pour maîtriser le mouvement des acteurs politiques et le mercantilisme politique. Pour le reste, espérer ça peut-être un peu avant le retour de Jésus. Maintenant,
À vous de nous dire, pasteur. Peut-être que sur les élections, comment on appelle, sur l'agenda politique, moi je dis que c'est pas un débat démocratique relevé ce que nous faisons ce matin. C'est-à-dire, ça ressemble à des pays qui ont quitté une guerre, qui ont une nouvelle constitution, ou des pays qui viennent d'une transition militaire. Un pays qui a 35 ans de tradition démocratique. Un pays qui a 35 ans de démocratie comme nous ne peut pas à moins de 8 mois des plus grandes échéances triples de sa vie, être en train de faire le débat que nous faisons là. Et je finis en une phrase. Si, avec un accord de gouvernance, l'UP et le BR ont juste besoin de 10% par circonscription législative et que cette formule les arrange pour les circonscriptions législatives, au lieu de 20% pour les démocrates, je me dis qu'il pourrait être inspiré à avoir un candidat commun. On dit juste un mot. Je voudrais relever que l'histoire politique du Bénin, elle est têtue. Même si vous amenez des réformes que vous avez conçues auprès du bon Dieu, il y a des réalités qui ne changent pas. Et je crois que à cette étape-là, déjà, en ce moment, Patrice Talon lui-même devrait le savoir. Vous avez vu ce que les critiques qu'on a portées à Boni Yaya à la fin de son mandat. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de débat qui soit ouvert et tout le monde a les yeux rivés vers Patrice Talon au niveau de la mouvance. C'est pour dire tout simplement que quoi que vous fassiez, eh bien, il y a des réalités politiques béninoises qui ne changent. La réforme a échoué alors. Qui ne changent. Je n'ai pas dit ça. Merci beaucoup, cher monsieur, d'avoir participé à cette discussion. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Juste après moi, la revue de presse. Bonne journée. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj.